Ok, go. C'est bon? Ok, cool. Alors, merci d'être venu déjà, c'est sympa. Voilà, j'espère que vous allez apprendre des trucs. Donc, cette présentation, comme je l'expliquais, va s'attacher à vous donner des trucs, des conseils pour essayer de mieux faire des jeux en un temps très réduit, comme les Game Jam le demandent, mais même dans l'absolu, parce que je pense que la plupart des leçons que je vais tenter de vous impartir s'appliquent à tout type de production. Donc, pour commencer, comme je disais, cette présentation va s'articuler autour de 10 jeux de Jam parmi les plus intéressants que j'ai pu faire ces 4 dernières années. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est proposer, tant qu'à faire à quelqu'un du public, histoire d'être un poil interactif, de tester le 10 jeux. Et puis après, je reviendrai sur la leçon liée au jeu en question. Donc on va commencer avec un jeu qui s'intitule Dantooine, qui est le tout premier jeu de Jam que j'ai fait il y a de cela 4 ans, lors de la Global Game Jam 2011, sur le thème Extinction. Est-ce que quelqu'un veut venir pour tester, rapidos? Je commenterai. Yo, Kem. C'est parti. Donc voilà, et pas gauche-droite. Donc il y a une intro, quand on aura lancé, tu peux laisser une seconde. Ah, faut sûrement prendre le focus. Ça arrive souvent. Donc on m'avait prévenu que le son était super fort. On n'avait pas menti, je vais du coup un petit peu hurler. Okay, donc Dantooine, pour mettre un peu le contexte, c'est un méta shoot'em up où le personnage réalise qu'il est un héros de shoot'em up. Donc c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va surtout se demander qu'est-ce qui se produit s'il sauve la galaxie et si le jeu s'achève. Et si ça arrive, malheureusement, ça sera la fin du jeu, c'est le thème, Extinction. Et du coup, pour lui, il retourne au néant, c'est pas beaucoup plus cool que s'il avait gagné le jeu, quoi. Enfin, que s'il avait perdu le jeu. Donc, l'objectif du joueur dans ce petit shoot'em up, ça va non pas être de gagner, d'où le titre Dantooine, mais de tenir le plus longtemps possible en faisant réapparaître des ennemis régulièrement. Donc à une intro un peu longue, donc déjà on voit quand même, heureusement on a pu rajouter au dernier moment un truc pour passer l'intro, parce que sans ça ce serait un peu insupportable. Donc là le personnage réaliste qui peut faire apparaître de nouveaux ennemis en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier, mais là c'est encore l'intro. Et voilà, et là ça commence. Donc attention, parce que si apparaît trop d'ennemis, par contre je vais faire détruire. Et du coup là on est sur la théorie du flow Generation, où le contrôle de la difficulté est entre les mains du joueur. C'est-à-dire que plus il va faire apparaître d'ennemis, plus ça sera dur de survivre, mais s'il ne fait pas apparaître assez d'ennemis, eh ben, il risque de tous les tuer, et du coup de remporter la partie, et voilà quoi, de perdre aussi. Et on va dire des trucs aux ennemis pour montrer l'autre fin. Pas mal. Voilà. Les Orblacks ont été détruits. Mais c'est pas la bonne fin non plus. Il n'y a pas de vraie bonne fin. La seule façon de survivre, c'est de jouer encore et encore, et pour perpétuer l'existence de ce pauvre héros de shoot'em up. Et du coup, la petite difficulté, c'était l'exploit, l'exploit du je fais apparaître un seul ennemi. Voilà. Mais en vrai, si tu fais ça, tu feras pas un très bon score, parce que tu as un système de combo. En gros, ton score se multiplie si tu tues beaucoup d'ennemis à la chaîne. Or, pour tuer beaucoup d'ennemis à la chaîne, il faut qu'il y ait beaucoup d'ennemis tout court, quoi. Et voilà. Donc là, je pense que t'as eu les yeux plus gros que le ventre et ça va être trop vite d'en sortir. Mais... ouais. Ce qu'il y a, c'est que du coup, tu vas pas faire de combo là. À un moment donné, tu veux faire les points.
Ceci dit, quelque part, tu gagnes parce que le héros survit et devrait passer sa vie dans son vaisseau. Donc voilà. Ça, c'était pour Dantooine. Et avec Dantooine, je vais commencer par la leçon peut-être la plus importante de cette présentation, après laquelle vous pourrez tout simplement partir. Donc c'est bien, vous allez pouvoir gagner du temps. Le principe que je découvre avec Dantooine et ma toute première Game Jam, c'est, bon, juste par curiosité, qui est game designer ou chercherait à faire du game design ou à vivre du game design dans la salle à un moment donné? Voilà, donc quand même, quelques-uns d'entre vous. Le game design, quand tu es en entreprise, c'est cool. Pourquoi? Parce que tu as littéralement des gens qui sont payés pour travailler avec toi en tant que game designer. En revanche, dès que tu sors du cadre de l'entreprise, t'as pas, et je cherche mon smartphone pour avoir mes notes, bon c'est pas grave, allez, plus besoin de notes, sans les notes. Du coup, oui, donc voilà, le principe c'est le game designer qui n'est pas en entreprise et ou qui n'a pas lui-même de l'argent pour payer des gens pour développer ses idées, il n'a pas 36 solutions. S'il veut travailler en équipe avec des gens, il faut soit qu'il sache développer lui-même, enfin s'il veut créer un jeu, je veux dire, soit il sait développer lui-même en tant que game designer, c'est cool, il va pouvoir faire son jeu de A à Z, soit il est très convaincant et il arrive, en communiquant bien ses idées ou en ayant de bonnes idées, à convaincre des gens de taffer avec lui. Ou enfin, et c'est le cas qui nous intéresse avec Dantooine, il n'a pas de problème à travailler sur les idées d'autres personnes. Moi, cette Global Game Jam, j'avais proposé un concept, je me souviens, c'était un tyrannosaure qui remontait dans le temps pour prévenir l'extinction, je crois, un truc comme ça, etc. Je n'avais pas tellement convaincu, ça arrive. Et en revanche, c'était, si mes sources sont exactes, Maud Le Guénou et Lucas Rousselot, qui ensemble avaient proposé cette idée d'un jeu de combat où le boss était aussi puissant que le joueur le désirait, où tu changeais la puissance de ce boss en temps réel. Et je trouvais ça super pertinent. Et du coup, c'est pas un problème de ne pas travailler sur ses propres idées. Si tu trouves une idée qui t'inspire, si tu penses que tes compétences de game designer te permettent d'améliorer cette idée, de la pousser dans une direction positive, bah, faut pas hésiter à aller voir en game jam ou dans la vie des gens. Voilà, parce que le game designer, c'est pas forcément celui qui a la première bonne idée originelle et qui va ensuite dire quoi faire aux gens. Ça peut être aussi, comme c'était le cas ici, quelqu'un qui propose de tweaker le concept pour peut-être l'améliorer. Je ne sais pas du coup si c'est vraiment mieux que le truc qu'ils avaient au tout départ, mais en discutant tous ensemble, on est arrivé sur quelque chose qui nous faisait pas mal marrer, avec une composante un poil plus narrative, parce que voilà, ça c'est quelque chose que j'ai tendance à amener dans les jeux, peut-être trop, vu qu'on a vu que l'intro durait quand même bien longtemps. C'est les erreurs des premières jams. Et voilà, donc ça c'était le première leçon, en tant que game designer, n'hésitez pas à taffer sur d'autres projets. Alors, pas mal, oui, on va pouvoir comme ça parler de comment ça va fonctionner les questions. Effectivement, vous l'avez compris, entre chaque petit segment, n'hésitez pas si vous avez un doute. Ah pardon, vous voulez que je me présente peut-être? Du coup, ok, alors je m'appelle Alexis Morose, enchanté. Est-ce que... j'ai fait une formation de game designer, Supinfo Game, à Valenciennes. À l'époque, il n'y avait que cette école. Mais j'en regrette pas parce que c'est une très bonne école. Mais c'est vrai que... Bref. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà, j'avais travaillé quelques années à Quantic Dream, je crois, quand j'ai travaillé en 2011 sur Dantooine. Et ouais, je devais être en train de partir de Quantic Dream à ce moment-là, je crois. Voilà. C'était mon background, d'où peut-être le côté narration que j'évoquais un peu plus tôt. Ceci expliquerait cela. Et voilà. Quoi d'autre? Non, et puis... Oui, non, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur... En tout cas, le Alexis que j'étais à l'époque. Vous allez voir que c'est presque une biographie, cette présentation, avec le second jeu. Donc, second jeu s'intitule Snake Democracy. Cette fois-ci, si vous aviez des devices sur vous, vous pourriez même tous vous joindre à la partie, parce que le principe de Snake Democracy, c'est de faire le jeu du Snake que tout le monde connaît, mais en mode MMORPG. Pourquoi? Parce que tu as un seul Snake, mais le Snake en question va être dirigé par toute personne qui se connecte sur le site. Donc là, vous voyez, je me déplace vers l'avant, c'est sa direction par défaut, comme dans un jeu de Snake. Et si je décide de rejoindre le parti des leftistes, ah ouais, vive les leftistes, et ben il va aller à gauche.
si je décide de rejoindre le parti des rightistes, on va envoyer la société du serpent droit dans le mur, et c'est la vie. Voilà, donc il faut faire attention à ce sur quoi on vote. Et c'est bien sûr beaucoup plus rigolo quand on est à plus d'une personne, parce que c'est juste un snake. Mais du coup, je ne sais pas si on a d'autres devices et qu'on pourrait tester. Si vous nous regardez en ligne, n'hésitez pas à rejoindre. Enfin, je pense qu'avec le lag, je serai sur le 3e jeu. Mais bon. Et donc, voilà. Et ça, c'était rigolo, ce jeu. Enfin, pour le coup, c'est quelque chose. Alors, Pokémon Twitch, j'entends parler de Pokémon Twitch, attention. Parce qu'il ne faut pas trop me ramener sur Pokémon Twitch. Non, parce que, évidemment, quand 2 ans plus tard, Pokémon Twitch est sorti, effectivement, ça me faisait aussi un peu penser à Snake Democracy. Sauf que Snake Democracy n'a pas connu le succès de Pokémon Twitch. Donc voilà, peut-être un peu trop simpliste, je sais pas. Et donc voilà, alors ce qu'on avait rajouté d'autre, c'est quand même des conditions de victoire et de défaite, parce qu'on va se dire, ouais, on est 200 joueurs sur le serpent, pas de problème, mais comment on fait pour perdre? Je veux dire, ça va pas très vite. Et oula, il y a quelqu'un là. Oula, ça commence. C'est qui là? Qui Manifestez-vous, parce qu'on voit qu'il y a 3 personnes en ligne, et que déjà, on va pas forcément dans la direction qu'on veut. En fait, je vais peut-être passer la soirée à jouer à ce jeu, du coup, désolé. Mais... Donc voilà, alors, le principe, c'est qu'on peut mâcher les votes aussi. Ce que l'on entend par mâcher, c'est appuyer frénétiquement, parce que on trouvait que ça faisait plus party game et que ça permettait de, par la force, remporter l'élection du prochain mouvement. T'es dessus là, Jessie ou... Oui, d'accord. Ok. Et du coup, comment ça se passe? Donc, généralement, chacun a sa petite idée de où le serpent devrait aller. Bien joué. Et comment ça fonctionne? Oui, c'est ça c'est vraiment une belle métaphore de la démocratie, c'est qu'il y en a qui cherchent effectivement à envoyer le serpent dans le mur. Tu as les abstentionnistes aussi, on repère qu'il y a environ une centaine de joueurs, tu en as beaucoup qui vont juste plus du tout voter en se disant « c'est bon, le serpent est entre de bonnes mains ». Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire l'effort d'appuyer sur les touches? Mais peu à peu, le nombre de votes réduit, et là, les trolls l'emportent et le serpent meurt. Donc faire des bons scores, curieusement, sur ce jeu, c'est pas évident, d'autant qu'on a introduit, pour vraiment faire un vrai dilemme gauche-droite bien senti, un petit twist dans le scoring, qui est que le score qu'on a, qui est basé sur la longueur du serpent, qui est basé sur le nombre de pommes que l'on a mangées, va doubler si l'on achève la partie en touchant le bout de la queue du serpent. En l'occurrence, c'était sur la Global Game Jam 2012, où le thème était l'Ouroboros, le serpent qui se bouffe la queue. Et du coup, le serpent devient de plus en plus grand, c'est-à-dire que la partie devient de plus en plus dure, comme dans un vrai Snake. Et à tout moment, le choix se propose à tous les joueurs connectés. Est-ce qu'on double notre score, on met fin à la partie en doublant notre score, ou est-ce qu'on tente d'augmenter encore un petit peu notre score avant de le doubler, mais prenant des risques et voilà, et avec tout le monde qui généralement hurle « Ah mais non, mais on aurait dû doubler !» et voilà, parce que voilà, c'est vraiment la différence du simple au dur dans le score. On voit que le meilleur score de tous les temps, qui est malheureusement aussi un peu basé sur le nombre de joueurs connectés, ce qui sera donc dur à battre, c'est 11 016 joueurs. Voilà. Oui, ça, on a mis le nombre de joueurs connectés dans le scoring, juste histoire de motiver les gens à se connecter en masse. Donc la leçon du jeu Snake Democracy, ou les leçons du jeu Snake Democracy, c'est l'usage des réseaux. L'usage des réseaux. Vous l'avez peut-être vu sur le côté, il y avait un canal Twitter qu'on a tenté un peu maladroitement, je pense, d'intégrer en disant, voilà, si les gens tweetent Snake Democracy, ça rajoute une pomme sur le terrain, ce qui est un avantage indéniable. Ouais, alors, non, par contre, ouais, ça marche là ou pas? Ah non, c'est un vieux feed. Ah non, ça c'est un gif animé, je comprenais pas. Waouh, il y a des gens qui jouent là, alors je sais pas. Et non, donc comment ça se passe? Mais je crois que le feed Twitter est totalement mort. Et du coup, voilà. Dans l'ensemble, voilà, la leçon, c'est pas mal si vous avez la compétence technique pour effectivement intégrer une composante réseau social dans votre jeu. Ça peut être bon à prendre, juste faut le faire peut-être mieux qu'on l'a fait. Parce que nous, c'était peut-être un peu bourrin par-dessus. Et l'autre leçon, c'est quand vous avez un jeu dont le potentiel vous semble assez bon, assez fort, c'est pas parce qu'on dit Game Jam que vous êtes interdit de revenir dessus après, évidemment. En l'occurrence, sur ce jeu, on a quand même pas mal essayé ensuite d'essayer de le faire un peu vivre, notamment par un système extrêmement déprimant que j'appelle le rendez-vous démocratique, où grosso modo, tu peux mettre ton adresse mail et tu seras prévenu une fois par semaine pour la partie de la semaine, histoire qu'il y ait le plus de monde possible connecté au même moment. Pourquoi déprimant? Parce que je dois être le seul personne
qui reçoit le mail en question chaque semaine. Allez, c'est l'appel démocratique, etc. Ça, et peut-être un très bon pote à moi qui a dû le passer dans son spam folder, et du coup, voilà. Donc, non, ensemble, je sais pas trop ce qui a foiré, mais c'était un petit peu l'échec pour le faire décoller. Mais le concept reste rigolo, et on a appris des trucs, quand même, sur comment jouer. On va passer au troisième jeu. Voilà, ça passe trop vite. Le troisième jeu, c'est un jeu qui a été fait sous Flash. Donc là, mine de rien, oui, on a eu du Flash. C'est intéressant parce que vous allez aussi voir au fil de la présentation la progression des technologies dans leur popularité. Là, on était encore en 2011, 2012. Le Flash et le HTML5, là, c'était un petit peu breakthrough, hein, parce que c'est en HTML5 et à l'époque, il n'y en avait pas des masses. Et du coup, là, on a encore un jeu en Flash, mais c'est le dernier. Après, je crois qu'on est Unity jusqu'à la fin de la présentation. Ou peu s'en faut. Donc, en l'occurrence, le jeu suivant s'intitule Thanks for Playing. Et il a été réalisé avec un autre membre de l'équipe Alchemy. C'est-à-dire que Snack Démocratie a été fait avec Laurent Covidou et Christophe Zer. Christophe, qui appartient à la société Alchemy. Et là, c'est un autre jeu qui a été fait avec un membre d'Alchemy. Et c'est pas anodin si je vous dis ça, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard si les jeux où il y a des gens de Alchemy dedans, ils défoncent. Parce que les gens d'Alchemy, ils défoncent. Voilà, voilà. Donc Thanks for Playing, comme vous pouvez le voir, commence assez curieusement par le générique de fin. Puis par la cinématique de fin. Et enfin, se joue, vous l'aurez compris, comme un platformer que l'on vient d'achever. D'ailleurs, je débloque à l'instant l'achievement Last Level Completed. Mon déplacement se fait à reculons. Et les pièces sont rendues au lieu d'être prises. Bref, tous les tropes classiques du platformer sont inversés afin de faire un jeu qui du coup comporte un petit peu de plateforme mais aussi de puzzle. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le but finalement c'est de revenir au début du jeu en ayant 0 points. Parce que là j'en ai 1870 et j'en perds à chaque fois que je rends des pièces. Et surtout de ne pas provoquer de paradoxe sur le chemin. Et qu'est-ce qu'un paradoxe? Typiquement, c'est il y a 100 points qui ont été obtenus ici. Paradoxe, 600 points ont été obtenus, ça veut dire qu'un ennemi a dû être tué. Or, je n'ai pas reproduit en sens inverse la mort de cet ennemi. Pour la reproduire, il faut tout simplement que je me place à l'endroit où les 100 points ont été obtenus et que je saute le ramenant à la vie. Et en fait, voilà, le principe de ce jeu, ça va être que techniquement, si on te filme le jouer d'un bout à l'autre et qu'on le passe à l'envers, ça va faire un platformer absolument normal, enfin normalement du moins. Et avec un petit peu de scénario, je vous ai dit, je suis assez bavard et vous vous en rendez compte maintenant. C'est genre à la Portal, tous les 1 ou 2 énigmes résolues, t'as un petit bout de narration. À l'envers, elle aussi. Alors par contre, la narration, faut s'accrocher parce qu'on a un gars qui parle à l'envers, en anglais, avec un accent allemand, et qui raconte une histoire qui est pas évidente. Donc je le saurai si je dois refaire un jeu dans ce genre-là, peut-être un petit peu lever le pied sur la complexité de la narration. Donc voilà, pareil, je rends les ennemis à la vie, et une autre petite énigme, et l'achievement me donne un conseil à ce niveau-là, c'est comment je vais faire pour monter. En fait, pour monter, c'est pas difficile, vu que c'était une chute et non pas un saut, quand les choses se sont faites dans le bon sens, et du coup, il suffit de se mettre près de n'importe quelle hauteur pour pouvoir atteindre l'hauteur en question. Donc là, j'ai apparemment réussi à faire un 4 hit combo, du coup, il s'agit de le faire à l'envers. Voilà, etc., etc. Je vous invite à l'essayer, c'est probablement un des jeux les plus cool sur lesquels j'ai eu le plaisir de taffer. Donc pour discuter un petit peu des leçons de Thanks for Playing, là on va être un peu plus technique. Et du coup on a toujours le son, ok, pourquoi pas, ça met l'ambiance. Donc Thanks for Playing, comme j'ai expliqué, on l'a fait, on était 3 avec Yann Ardouin-Fuma et Alain Puget. Donc premier conseil, essayez de tomber sur des gens qui ont un skill de ouf, parce que voilà, si vous... conseil qui aide toujours. Et ensuite, c'est au niveau de l'intégration que je vais m'exprimer maintenant. Si vous voulez voir un jeu qui a quand même pas mal de contenu et que vous êtes game designer, c'est le moment pour vous de vous faire sentir un peu plus utile en milieu fin de prod. C'est en amont, voir avec le développeur comment le jeu va être construit, comment les niveaux vont être construits, récupérer aussi vite que possible les outils que le développeur va utiliser pour construire le niveau en question. Et si vous ne connaissez pas l'outil en question, c'est pas grave, lui demander de prendre 1 heure ou 2
pour vous former, non pas à l'outil bien sûr, mais à l'intégration de contenus supplémentaires de votre jeu au sein de l'outil en question, afin que de la nuit du samedi au dimanche, il puisse dormir et que vous-même vous rendiez à nouveau utile en intégrant le plus de niveaux possible accordément au level design que vous aurez fait en début de jam. Et là typiquement c'est ce qui a pu se produire et voilà, j'avais jamais fait de Flash de ma vie, mais Alain a été suffisamment didactique pour m'expliquer comment placer les tiles de notre environnement et grosso modo construire la douzaine de tableaux que constitue Thanks for Playing, ce qui nous a permis d'avoir finalement un jeu un petit peu plus complet que la moyenne. Donc voilà, ça c'était pour Thanks for Playing. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin d'un segment comme ça, genre... bonne question. Ouais, c'est ça. Et c'est les tailles directement dans Flash. Enfin, pour le coup, c'est un... Non, là c'était pour le coup vraiment fait tel quel. Après, le développeur en question, Alain, avait une très grosse expérience, enfin, il y a toujours une très grosse expérience de Flash. Voilà. Et puis, à Yann, à qui on doit les graphismes, bah voilà, a fait un taf assez fou. C'est peu de le dire. Okay. Non, c'est moi qui suis descendu. Alors, il faut savoir qu'à ce stade, c'était, je crois, ma 3e jam. Et j'étais devenu suffisamment accro pour prendre le train et aller à l'Utopial Game Jam. L'Utopial, c'est un festival de science-fiction qui se tient à Nantes. Et voilà, pour essayer de trouver encore une fois. Parce qu'à l'époque aussi, il faut savoir que le Jam Shaker n'existait pas. Et du coup, les jams étaient assez rares. Il y avait une jam par an avec la Global Game Jam. Et donc voilà, si je voulais assouvir mon addiction, il fallait... ouais. Parfait, de façon totalement honnête et transparente. Oui, on a eu que 48 heures. En vrai, je crois que genre t'as les ventilateurs qui tournent derrière, qui n'étaient pas animés et que Yann a intégré l'animation un peu plus tard. Et sans blague, c'était vraiment des petits peaufinages graphiques de cet ordre. Le jeu était de A à Z complet. Bah, pour moi, je me souviens, c'était effectivement la nuit du samedi soir à dimanche jusqu'à 13 h, le moment où enfin Alain, qui n'avait pour le coup vraiment pas dormi des 24 premières heures, pouvait se reposer un peu pour arriver, c'était une dynamique vraiment de bâton de relais quoi, pour arriver et, parce que c'est bien beau, je dis j'intègre sous Flash, mais il était bien sûr derrière nécessaire qu'Alain rebranche quelques trucs et refasse la chose proprement. Donc ouais, l'intégration, le développement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu de la chance dans le sens où sur le concept, on était d'accord très vite. Là, pour le coup, c'était l'un de ces fameux concepts que j'ai pu avoir la chance de convaincre avec, on va dire, et de réunir une équipe qui trouvait ça marrant. Et du coup, très vite, on savait qu'on voulait faire ça. Très vite, on a brainstormé des situations marrantes qui pourraient découler de ce concept. Puis, j'ai pu faire le level design. Vraiment, tout s'est enchaîné très rapidement. C'était assez exemplaire, j'ai envie de dire. J'aimerais que plus de jams se déroulent comme ça, mais comme vous allez le voir après, c'est pas toujours le cas. C'est une excellente transition, car nous arrivons sur la jam, Global Game Jam 2013, avec un jeu qui s'intitule The Loving. Alors The Loving, je vais demander à 2 personnes parmi vous de venir, c'est le petit moment que j'aime bien. Je fais style, j'ai déjà fait cette présentation 50 fois. Allez, toi d'un côté et quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas y couper, hein, donc moi la présentation ça. Allez, les testeurs de l'impossible. Alors, Thanks for Playing, vous pouvez le voir. The Loving. Alors, The Loving. On n'a pas de musique, visiblement, bizarrement. C'est pas grave. Donc The Loving, normalement tu as une musique là qui part, et c'est dommage parce que le sound designer a fait un très beau boulot en remixant Carmen, Hélène et les garçons en mode électrobeat assez violent. Donc on est dans la parodie du jeu de baston. Ouais, on va faire ça. On va mettre le jeu en plein écran, on va peut-être même redémarrer dans l'espoir que la musique vienne, mais j'en doute. On va voir plein écran, bougez pas, ça marche pas là? Ouais, mais le clic droit ne passe pas. Je sais pas, je dois pas avoir le contrôle du clic droit. C'est pas grave, vous voyez l'ensemble globalement. Donc, en plus il y a la musique. Le principe de The Loving, c'est de proposer à... Alors attention, elle est pas trop vite.
proposé à 2 joueurs par un mélange de WarioWare, Action ou Vérité et Tekken, Street Fighter, de se déclarer leur amour l'un à l'autre. Alors attention, faites attention à ce que vous faites et lisez les écrans parce que ça va vite. Compose a small well for your opponent. Joueur 2, c'est toi. Non, vous n'avez rien compris au jeu. On va recommencer. Le jeu, à la manière d'Action ou Vérité, se déroule aussi un petit peu dans la vraie vie. Donc je vais peut-être vous faire le tuto, d'ailleurs il y avait un écran tutoriel. Et le principe du jeu, c'est-à-dire que... Oui, donc on avait un sound designer qui m'a invité à faire les voix. Donc voilà, le tutoriel, comme il l'explique, on a joueur 1, joueur 2. Tu as d'abord une touche au hasard qui apparaît sur le clavier au-dessus de la tête de chacun des joueurs, c'est pour prendre l'initiative. Donc là, c'est un petit gameplay rapide. Ensuite, l'instruction est donnée. Donc, par exemple, applaudir son adversaire. Et là, c'est l'autre joueur qui doit en face dire s'il a été touché ou non par la manifestation d'amour, par la marque d'amour. Et c'est seulement s'il a été touché que sa barre d'amour va se remplir peu à peu, le but étant de mettre Love KO son adversaire. Donc encore une fois, vous allez reprendre votre combat. Alors, il faut qu'on mette le bon niveau de difficulté. Vous êtes quoi? Vous êtes amis? Vous êtes connaissances? Vous êtes déjà amis, quoi. Non, mais là, c'est juste connaissance. Donc on va vous mettre en Friends. Il y aura aussi Strangers pour des gens qui ne se connaîtraient pas du tout. Mais là, on va vous mettre en Friends. On va mettre un timer, oui, 90, c'est très bien. Et on va laisser en anglais, parce que bon, tout le monde parle anglais. Voilà, et c'est parti. Space to start. Donc cette fois-ci, lisez bien les textes et faites ce qui vous est demandé. Et c'est seulement comme ça que vous saurez qui a remporté ce combat d'amour. Donc là, typiquement, quelqu'un prend l'initiative. Player jeu, tu dois faire une grimace rigolote à ton adversaire. Allez, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que tu as été touché par la grimace? Non, t'as pas ressenti sa grimace, du coup tu évites son coup. Donc c'est un jeu où il est important d'être assez honnête. Donc high five your opponent, voilà, ok. Donc là tu as été touché par ce high five. Ok, parfait. Là on passe au second round, attention. Lay your head on your opponent's shoulder. Ok. Donc là, il a fait un counter. Le counter, c'est quand tu as du spécial, tu peux faire un counter qui va consister à refaire la même chose à ton adversaire en essayant de lui faire exprimer encore plus d'amour. Ah mais non, tu préférais ton mouvement de tête, d'accord? I'm gonna love you so much. Ok. Est-ce que t'es touché, Ikem, par cette manifestation? Ok. Et donc là, on passe au deuxième extrait de moi. Ah là, c'est Hélène et les garçons. Cher écoute télépathique band with your opponents. C'est là, il est difficile, celui-là. Il a ressenti. Ensuite. Non, il n'est pas ressenti. Donc voilà, la personne qui a réussi à plus démontrer son amour à son adversaire remporte la partie. Du coup, ça c'était The Loving. Sur le thème de la jam battement de cœur, le thème c'est juste un son de battement de cœur. Et du coup, quelles sont les leçons qu'on a pu retenir? Merci pour votre aide. Et vos manifestations d'amour. Hop là. Donc alors en vrai, je parlais tout à l'heure de l'importance de trouver des personnes pour votre équipe qui soient compétentes. Mais plus important encore, peut-être, c'est bien de le faire avec des gens que vous appréciez. Enfin, et de toute façon, ça, j'ai même pas besoin de le dire parce que ça va se faire naturellement en général, vous taffez avec les gens que vous appréciez. Là, c'était le cas. C'était des gens avec qui on avait un bon feeling. Il y avait une électricité assez folle entre la graphiste et le sound designer, mais j'en ai déjà trop dit. Et du coup, ça a participé bien à la jam. Donc ça, c'est pour le côté cool. Le côté moins cool, c'est ce que je vais appeler l'assertion des compétences, pour employer un terme un peu. Ouais. Et ça va être important tout dans votre vie, tout le temps, que ce soit à votre niveau ou au niveau des autres.
Le vrai problème dans un projet ou dans une entreprise quelconque, c'est pas de ne pas savoir faire un truc, parce que voilà, enfin, il y a plein de trucs qu'on sait pas faire et c'est la vie. C'est de croire qu'on sait faire un truc alors que c'est pas le cas, et enfin, de se surestimer tout simplement, quoi, de mal assertir, je sais pas si on dit comme ça, ses compétences. Or, c'est clairement un petit problème qu'on a pu avoir dans cette jam. Une jam placée sous le signe de l'amour et de la diplomatie, parce que du coup, sur les deux développeurs, il y en avait un qui s'estimait peut-être beaucoup plus capable qu'il ne l'était. Et c'est ça le vrai problème. Encore une fois, le problème, c'est pas le fait de ne pas réussir ou ne pas savoir faire quelque chose, c'est de dire pas de problème, j'ai géré, et jusqu'au samedi soir faire non, non, laissez-moi faire, je vais gérer. Donc voilà, donc là, la diplomatie, ça a été de... alors je vous dis ça, quel rapport avec le game design, vous me direz? C'est parce qu'en fait, c'est un peu, surtout en jam, gestion de production, game design. Enfin, c'est lié, quoi. Vous aurez souvent... je bouge beaucoup mes mains. Bon, donc, ouais. Donc ça, c'était un peu moins évident de réussir pendant la jam à transférer diplomatiquement, tout en donnant une tâche à la hauteur de ses capacités à un développeur, transférer le code sur l'autre développeur. Mais grosso modo, on a réussi, donc voilà, le résultat est jouable et on n'a presque rien dû killer. J'en profite pour faire une petite leçon bonus. Oula, alors ce qu'il faut savoir, oui, en l'occurrence, oui, voilà. C'est presque tout un sujet. En l'occurrence, non, je crois qu'on est arrivé 3e ou 4e, parce qu'effectivement, Lizard, à l'époque, faisait un genre de concours avec cette jam. Pardon? Ben non, justement, cette année, voilà, l'an dernier, mais cette année, il y a une semaine ou deux, mes amis du Cortex ont enfin brisé le cycle, parce qu'il faut savoir que perso, je ne suis pas spécialement pour donner des prix au jam, enfin dire toi t'es le meilleur, toi t'es deuxième meilleur, etc. C'est vraiment pas le délire de la Global Game Jam. Or, le Cortex, bon, ça plus le fait, c'était à Lizard, donc le fait qu'il y avait probablement beaucoup trop de participants pour faire. Non, non, bah, Alpitech, bah, je confirme, vu que c'est nous qui organisons là-bas. Pardon? Et Ican, mais oui, bien sûr, et d'ailleurs, attends, moi j'ai croisé, c'est pas. Voilà, voilà, je crois que nous avons les fameux gagnants avec nous ce soir, donc ça peut paraître un peu, du coup, triste, dit comme ça, mais sachez que votre titre n'a aucune valeur à mes yeux. mais bravo pour l'avoir eu. Voilà. Donc, et puis surtout, savourez-le, parce que comme je le dis, comme on l'a vu, c'est pas évident que le fait de faire des prix va spécialement perdurer en jam. Enfin, je dis ça, il y aura toujours des jams qu'on feront et c'est pas sans problème, mais bon. Donc là, et en l'occurrence, non, on n'avait pas gagné. Donc c'est un peu une digression, mais parce que je trouve que c'est un thème important, le fait de se donner des médailles en chocolat ou pas. Oui, c'est ça, voilà, quel choix. Quel choix. Ah non. Oula, non, je pense pas que les gens le prennent comme ça. Ouais. Une question? Non, en vrai, nous, même avec le Jam Shaker, ça nous est arrivé d'octroyer des prix. Ce qui se passe, il y a aussi dans la façon de le faire. En l'occurrence, quand c'est un jury, par exemple, je trouve que ça peut être pas inintéressant, parce que déjà, il y a le côté un peu impartial. Il faut savoir que Lizard, jusqu'à encore l'année dernière, le principe, c'était de dire les gens vont tester les jeux des autres, et tout le monde vote pour son favori, et je trouve ça un petit peu bizarre. Enfin, ouais, un poil malsain, le côté tu dis que les autres sont mieux ou pas mieux, etc. Enfin, être à la fois juge et parti, littéralement, quoi, je trouve ça bizarre. Et puis, sinon, le problème, c'est de mettre une pression supplémentaire à un exercice qui en comporte déjà beaucoup, et que, par décision, les gens, ils sont là pour faire le truc, enfin, et s'ils ne voulaient pas être là, ils ne seraient pas venus, il n'y a pas de... Enfin, ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu hippie comme façon de voir les choses, donc je sais pas. Il y a des avantages et des inconvénients. Bah, c'est ma crainte. J'ai vu effectivement parfois dans des jams, là on organisait un truc à Microsoft récemment, Romain pourra confirmer. Alors Romain avait gagné, donc c'est cool, mais il y en a qui étaient quand même super déçus, qui étaient venus, qui s'étaient déplacés, qui ont fait l'effort, et qui étaient quand même ultra déçus de ne pas avoir gagné, et moi ça m'attristait de voir, voilà quoi, dire ça. Oui. Ouais, bien sûr, ouais. Non, c'est vrai. Mais après là, ça devient philosophique, donc. Et il faut pas me lancer sur la philosophie. Donc,
Alors, il ne faut pas se surestimer. Il ne faut pas permettre à qui que ce soit dans son équipe de se surestimer. Il faut être très carré, direct, dire ah non, est-ce que tu sais le faire ou pas, prouve-le, pas. Voilà, enfin, prouve-le, peut-être pas à ce point-là, mais disons, se méfier. Il faut se méfier des gens qui auraient l'air de dire qu'ils peuvent faire alors que pas. Et enfin, il faut diplomatiquement leur dire que c'est pas du tout un problème qu'ils ne sachent pas faire, mais qu'il faut qu'on le sache parce qu'il faut qu'on simplifie le jeu ou qu'on transfère le dev sur quelqu'un d'autre ou etc. C'est plus ça. Et là, en l'occurrence, oui. Non, mais là, en l'occurrence, ça s'est bien passé, donc ça va. Le prochain jeu, je vais avoir encore besoin de quelqu'un pour tester, et cette fois-ci, s'il y en a dans l'assistance qui connaissent ou qui ont participé à la création du jeu en question, surtout qu'ils ne disent rien. Voilà. Quelqu'un Ah, cool. Parce que c'est encore Ikem qui vient, moi, je pète un câble. Voilà, donc j'aurais peut-être dû lancer le... hop. Donc, le jeu en question s'intitule In the Stream. Et je t'invite à y jouer par toi-même. Donc là, pour ceux qui n'arrivaient pas à lire, il y avait écrit « Vous avez pressé la barre d'espace plutôt que la touche entrée, comme la plupart d'entre eux. » Je vais beaucoup faire un avec ce jeu, ok ? Comme la plupart d'entre eux, vous êtes allés à droite. Alors là, les escaliers du fond n'ont pas été utilisés par la majorité des gens. Comme l'immense majorité des gens, tu vas sauter sur la plateforme. Comme la majorité des gens, tu ne suis pas l'indication qui t'était donnée. Anticonformiste ou pas trop? C'est rare que je vois des gens résister aux fruits défendus. Et effectivement, tu fais partie de la minorité, mais ceux qui ne l'ont pas pris. Ah, la plupart des gens vont vers les ténèbres. Et le sang. Et l'action, je pense. Bien tenté, mais tu n'as pas résisté à sauter. Même si quand même au début c'était bien parti, je me suis dit est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va le faire, mais t'as quand même sauté. Ah, pourquoi il faudrait qui donne l'objectif? Je fais partie de la majorité des gens qui n'ont pas honnête. Mais ce qui est pas ni bien ni mal. Oula. Bien sûr, il fallait que tu essayes et que tu sautes malgré les indications sur les murs et les interdictions. Je fais partie de la foule qui sont visiblement pas intéressés. Il y a des choix qui sont quand même pas loin d'être 50-50. Est-ce que tu te sens plus intelligent que la moyenne?
C'est bizarre, la plupart des gens ne s'estiment pas plus intelligents que la moyenne, mais tu fais partie de ceux qui se... Ouais. Donc là, tu peux aller sur le toit pour continuer ou tu peux quitter le jeu maintenant. Choisis de continuer. D'atteindre le haut de la tour du fleuve. Comme la plupart des gens. Donc là, c'est un faux choix qui t'était donné, hein, je peux te le dire, parce que c'était ou tu choisis quelque chose qui t'est soumis, ou alors tu te jettes de la tour en adolescent gothique qui en a assez de suivre le flot du libre arbitre. Voilà. Donc, visiblement, tu skippes les crédits, du coup, tu fais partie de la majorité des gens qui ne regardent pas les crédits jusqu'au bout. Ce qui nous attriste profondément, les gens ne regardent pas le générique. Bon, j'avoue que là, il y avait un contexte, donc je ne le tiendrai pas en garde. Donc oui, là, vous l'avez compris, un petit délire sur le libre arbitre, le fait de chercher à être conformiste ou pas, sachant que le jeu... Enfin, il n'y a pas de condition de victoire. C'est pas t'as gagné si t'as fait le plus de choix contradictoires, même si, évidemment, la plupart des gens sont dans le flow. Donc ça peut être un petit challenge que de chercher, comme je pense que ça cherche à le faire par là, à être dans la minorité à chaque choix. Donc la leçon de ce jeu, là c'est plus une piste de réflexion game design. Ce que je trouve cool avec ce jeu personnellement, et c'est évident, c'est le fait de travailler avec les datas des utilisateurs. Donc le jeu qui a été fait avec 4 personnes. On revoit le nom de Camille qui revient parce que Camille est un bon sound designer, donc ça m'a fait plaisir d'être avec lui. Et Romain Soal qui est avec nous, qui a développé une bonne partie du fameux code réseau. Et un code réseau, somme toute, super simple. Et c'est pourquoi je vous enjoins à penser à ce genre d'interaction dans vos jeux. Pourquoi? Parce que, grosso modo, c'est un JSON qui va être updaté à chaque fois que quelqu'un joue et tiré en début de partie. Et la plupart des gens, quand ils pensent récupération de data, enfin, ça va être pour faire un truc de high score. Or, le truc de high score, c'est bien, ça peut faire de la replay value et tout ça, mais quand tu arrives à la fin de la jam et que tu as déjà peiné à faire un jeu qui fonctionne proprement, généralement, le tableau de high score et la composante online qui vient avec, c'est le premier truc qui va sauter. C'est pourquoi je vous invite à essayer d'imaginer dans vos réalisations futures des jeux qui utilisent comme ça de la data utilisateur, mais non pas juste pour récupérer les scores à la fin, mais avec des vrais concepts basés là-dessus, basés sur le fait que d'autres personnes y jouent, d'autres personnes du coup influencent peut-être le jeu, et les gens contribuent à l'influencer à leur tour. Voilà, bon, je suis parce que je voulais le montrer parce qu'il est cool. Bien sûr. Oh là là. Ouais. Pas de problème. Mais d'ailleurs, ouais, je ne sais pas si les gens entendaient les questions qui étaient posées dans la salle avant. Ouais. J'espère que le contexte suffira. Suffit. Pour ce projet ou en général? Ok, oui, pardon. Alors, pourquoi Unity? Mais pour ce projet ou en général? Je sais, non, je vais répondre aux deux dans le doute. Enfin, pour ce projet, c'est parce que les gens connaissaient Unity, et en général, c'est parce que les gens connaissent Unity. D'accord, ok. Bah, c'est important, fais-moi le ton, Jessie. Fais le gars en colère. Pourquoi Unity? Vas-y. Et du coup, oui, bah, dans ce cas, je ne réponds pas. Je ne réponds pas aux gens grossiers, monsieur. C'est quoi Unity? Alors, Unity, c'est le moteur de... Ok. Donc faites mieux le sarcasme aussi. Plus d'agression, plus de sarcasme, plus de plaisir. Du coup, c'est tout. Du coup, d'autres questions, non? En ligne? Derrière vos écrans? Oui, en fait, peu à peu, vous allez avoir un peu plus de ma biographie, de ma présentation. À ce stade, j'en étais où? 2013, je devais être à Gameloft, je crois. Du coup, c'était très important pour moi de faire des jeux très très philosophiques et très très conceptuels et très très intimistes pour compenser. Et à l'heure actuelle, j'ai quitté Gameloft. Ouais. Non, et bon, mais en plus, j'aime bien tout le monde. C'est vraiment tellement démagogique que de cracher sur Gameloft. J'ai honte parce que
Oui, bien sûr, leurs jeux sont légèrement dérivatifs, ok. Mais j'ai appris plein de trucs là-bas, et c'était cool, et les gens étaient adorables. Bon, ils sont tous partis eux aussi, les gens en question, mais voilà. Non, c'est un taf, hein, à un moment donné. Ça faisait 1 an que je faisais l'indé. Entre Quantic Dream et Gameloft, j'ai fait 1 an en indépendant sur des jeux dans ce genre-là, et du coup, ça ne paye pas tellement le loyer, d'où Gameloft. Et maintenant, pour répondre à la question, et comme ça on aura fini avec ma vie privée, je suis en freelance, game designer freelance sur des projets assez rigolos, dont je parlerai peut-être plus tard en fait, parce que c'est quand même des projets rigolos. Voilà, on va parler du jeu suivant. Alors le jeu suivant, je crois que je sais même pas, je perds le compte, on doit arriver à la moitié, là, facile, 5e jeu. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Et en l'occurrence, le jeu suivant, il est parfait pour vous ce soir, parce que c'est un tutoriel de Game Jam. C'est un jeu qui a été réalisé à l'occasion de notre première Game Jam avec le CRI à la Cité des Sciences. C'était l'année dernière, enfin en 2013, donc plus que l'année dernière. Et c'était un jeu, et c'est toujours un jeu. Non, comment ça s'appelle, Carrefour numérique. Oui, ouais, c'est ça, absolument. Au Carrefour numérique, où on fait une jam par an, enfin, si on peut parler au présent d'habitude avec seulement 2 jams. Mais ouais, j'espère qu'on en refera une l'année prochaine parce que c'est quand même un chouette spot. Et c'est grâce, encore une fois, au CRI, au Gamelier, que Jamshaker a pu porter ses pénates là-bas. Le jeu en question s'intitule Jamshaker. Pourquoi? Parce que c'est un jeu sur le Jamshaker, c'est assez méta. Et c'est un jeu qui dit comment en 10 étapes, c'est vraiment méta, hein, un peu comme cette présentation, qui en 10 étapes va vous apprendre à réaliser un bon jeu de jam. Alors pour réaliser un bon jeu de jam, comment ça se passe? Step 1. Tout d'abord, il faut aller là-dessus. Alors en l'occurrence, il n'y a pas de vrai système d'instruction, mais bon, vous inscrivez pour la prochaine jam. Step 2. Ensuite, vous rencontrez des gens aux compétences complémentaires aux vôtres. Step 3. Tous ensemble, vous choisissez un thème. En l'occurrence, ouais, c'est ce qu'on faisait au début avec Jamshaker, c'est on permettait aux gens de proposer des thèmes et après les gens votaient pour leur thème favori. Juste le vendredi soir, très rapidement. Donc j'ai envie de dire Spy. Ensuite, vous imaginez un petit concept sur Spy. It's a game where you eat pie. Where you eat pie. Trop cool! Tout souvent, hein, vous n'êtes pas obligé de penser un concept et de le pitcher à l'assemblée des gens. Mais si vous le faites, vous pitchez. Et après, il s'agit de setter vos ambitions. Et là, on commence à être dans la leçon. Un bon jeu de jam, en fait, je sais pas si on peut couper le son, parce que c'est un peu insupportable en fait. Non? Ah, peut-être en débranchant un truc ou je sais pas. Bon, c'est pas grave. Le principe d'une jam réussie, c'est une jam où tu as géré ton ambition correctement. Ouais, non? Un peu radical. Non mais à la limite, on va la faire comme ça. Vas-y, rétins. Ouais. On rallumera après, parce que là c'est comme ça quoi. Donc gérer son ambition correctement. Donc que ce soit au niveau du concept, ça peut être juste un hommage fidèle à un classique des années 80, ambition minimum, ou alors au maximum le dernier jeu que l'humanité jouera. Voilà, tout simplement. En l'occurrence, le propos de cette partie du jeu, c'est de dire qu'il n'y a pas, c'est pas un problème de ne pas avoir d'ambition sur certains trucs, même s'il faut quand même en avoir un petit peu, et tu vas avoir un score d'ambition qui va t'être donné au fur et à mesure. Là, typiquement, moi j'aime bien juste un mélange entre 2 genres de jeux. Voilà. C'est pas trop ambitieux, et c'est faisable. Ensuite, au niveau des inputs, est-ce qu'on est clavier-souris, ou est-ce qu'on est dans la réalité virtuelle avec des phéromones? Donc, au gamepad, c'est bien, un truc au gamepad. Une fois, ambitionne pas trop. Nombre de joueurs de solo à MMO, évidemment, c'est pas la même ambition. En l'occurrence, c'est pas mal, local multijoueur, c'est en jam, en plus, ça dépasse, c'est pas standard. Voilà. Ensuite, les graphismes, est-ce que c'est abstrait? Est-ce que c'est 2D? Est-ce que c'est 3D? Ou est-ce que c'est le prochain Crysis? En l'occurrence, 2D, c'est pas. Enfin, pour le sound design, pareil, est-ce que vous allez sur freesound.org ou est-ce que vous embauchez l'orchestre philharmonique freesound.org et
Donc là, j'ai un score d'ambition cumulé. La 6e étape va consister à créer ces coéquipiers. Là, vous êtes le grand soir, Jam va débuter. Il vous faut un programmeur, un game designer, un graphiste, un sound designer, je m'occupe beaucoup de batterie. Il me faut un chargeur, une prise. Gagner du temps. Hop. Et du coup, là on commence un peu la partie niveau de ce tutoriel. C'est parce que vous allez vous retrouver avec tout. Alors, pour la petite histoire, les graphismes ont été réalisés par notre serviteur parce qu'on n'avait pas de graphisme. Et ben, vous allez voir, c'est un peu le sujet, un des sujets de la leçon qui est lié à ce jeu. Oui, effectivement, pourquoi pas. C'est parfait. Alors là, le but, Jesse... Ah non, tu veux laisser le son, c'est ça? Je te donne une chance, parce qu'après, sinon, c'est que tu as surestimé tes compétences. Wow, ok. je pensais pas que ça serait si rapide. Bah, bien joué. Parfait. Donc, bah cool, je vais pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Typiquement, y a plein de jammers, vous allez voir. Les graphismes, encore une fois, soyez indulgents. Et il faut les choisir, sachant que chacune de ces personnes aux compétences diverses et variées sont plus ou moins balèzes. Il faut évidemment se ruer sur les personnes les plus compétentes. Donc là, on voit, oh, ce graphiste-là, il est level combien? Ah, j'arrive pas à voir. Ah, lui, c'est un game designer level 3, c'est sur 5. Oh, Jesse Mulstein, carrément, je le prends dans ma team. Bah, t'étais la jam en question. Oui, j'ai pris des photos des jammers de la jam en question. Un programmeur level 4, je me jette dessus. Vous voyez que les autres équipes qui se constituent au-dessus, donc il ne faut pas perdre de temps. J'ai déjà un game designer, j'ai déjà ça. Graphiste level 1, c'est de la daube, désolé Arthur. Et bah, désolé, mais c'est le seul que je puisse prendre, malheureusement. Et enfin, un sound designer level 1. Donc là, j'ai constitué mon équipe, sachant que les autres partaient un peu dans les équipes, faut pas perdre de temps. Et il s'agit de revenir dans l'espace d'accueil. Alors oui, à l'époque, on n'avait pas d'amis avec le Jam Shaker, du coup, on allait dans un lieu public pour composer les équipes, puis ensuite on revenait les uns chez les autres, quoi. Et on n'avait pas d'espace commun. C'était mieux que rien, mais c'était moins bien que maintenant, où on a des spots tels que la Cité des Sciences, grâce au CRI. Et donc voilà, on retourne dans son lieu d'accueil, et il va s'agir de réaliser le jeu, sachant que la balaisitude de l'équipe d'un côté et l'ambition de l'autre constitue la vitesse à laquelle vous allez remplir votre barre d'une part et la taille de la barre à remplir de l'autre. Donc c'est là que vous en mordez les doigts si vous avez eu trop d'ambition et qu'en plus votre équipe est mauvaise. Ce qu'il faut, c'est les deux. Si vous avez une équipe de fous et que vous jouez bien et que votre ambition est grande, vous ferez le meilleur truc possible. Ah oui, la révision. Alors donc, je répète. On a une intervention de la part du public qui fait remarquer qu'il manque la révision des ambitions après la constitution des équipes. Absolument, car ce n'est pas non plus une simulation, c'est un jeu d'arcade, et on n'est pas allé à ce niveau de détail. Merci. Et Make a Game, donc comment on crée le jeu? Attention, attention, c'est parti. On code. C'est un jeu où il faut marcher. Oh merde, non, ah, ça arrive, bug du système. Là, il faut dormir. Si je clique alors qu'il faut dormir, alors on code. Là, il faut dormir. Si je clique quand il faut dormir, on perd de la niveau. Ah, on code. Ah, mon équipe est trop mauvaise. Ah non, ça y est, j'y arrivé. Ah, faut dormir. Le temps qui reste diminue, Allez. Oh yeah. Ensuite, il s'agit de présenter son jeu aux autres jammers. Et là, on a fait plein de fins différentes en fonction du degré de complétion qu'on a fait. Et là où c'est intéressant, c'est qu'encore une fois, peu importe le niveau d'ambition que vous vous êtes seté, la condition de victoire, c'est de faire 100%. Et même si vous aviez le jeu le moins ambitieux au monde, peu importe, tant que vous avez fait 100%, c'est bien, votre jeu tourne, il est propre, il est fonctionnel, et c'est tout ce qu'il faut retenir. Peut-être. Ah oui, effectivement, on pourrait faire le placement produit à ce moment du jeu, mais je suis contre, parce qu'après on vend son âme et c'est pas bien. Donc voilà, le jeu a été complété à 101%. Yeah, basically we rock, seriously our game was finished yesterday. We went to the beach today. Voilà, on a fait des petits commentaires liés. Une bonne team en plus, hein, pour le coup. Ah bah, il y a parfois, hein, t'as pas vu mes jeux de jam, mec? Attends. Alors, du coup, voilà, et la dernière étape, évidemment, c'est faire le robot. Ouh, mais c'est mieux avec la musique, parce que normalement, il y a une musique, et voilà.
Donc là, la leçon de ce jeu, et je pense que rester sur cette image, c'est fonctionnel pour la faire passer, c'est que même si vous n'avez pas de graphiste, alors le jeu pour le coup il a même fait été qu'en une journée parce que on était à la Cité des Sciences et il y avait des trucs à gérer à côté. Mais même s'il n'y a pas de graphiste, là, littéralement, ce que j'ai fait, sur un bout de papier, j'ai crayonné ces choses et je les ai prises en photo. Et puis j'ai découpé ça sous Photoshop. Et on a des animations à 2 sprites. Donc normalement, vous voyez effectivement les frames. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est pas d'une fluidité absolue. Et du coup, mais malgré tout, ça fait la blague. On comprend qui danse. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Et ensuite, oui, le fait de prendre en photo les gens et de découper leurs tronches, bah, c'était pour le côté photoréaliste, quoi. C'était pour quelque part. Mais voilà, bon, pour dire que si vous n'avez pas de graphiste, assumez-le, faites un truc. C'est comme pour le son. Voilà, vous n'avez pas de sound designer, faites les sons à la voix, lâchez-vous, faites un truc rigolo à défaut d'un truc bien. Voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie. Du coup, ouais. Oh, c'est beau ce que tu dis. Et bah, ça revient un peu au point que j'évoquais avec Snake Democracy, qui est que tout particulièrement quand tu as un jeu super cool, tu as toujours envie d'en faire plus. Et puis comme on l'a vu dans l'industrie ces dernières années, les jeux sont-ils vraiment terminés à la sortie? Pas tellement. Donc voilà, c'est ça. Donc oui, soit que ce soit DLC ou patch après coup, aussi bien pour les AAA que pour les jeux de jam, effectivement, c'est difficile de considérer qu'un jeu est achevé. Mais c'est important et c'est bien si vous y arrivez de dire stop, quoi, de dire non, c'est bon, il est comme ça, tel que quelqu'un me l'a dit sur Facebook récemment et ça m'a ému parce qu'il le disait avec une conviction, ce jeu est terminé, quoi. Tel un artiste peintre ayant signé sa toile. Donc, ouais, et ça c'est bien parce qu'il faut passer à autre chose parfois, quand même, surtout vu les jeux en question. Donc voilà, on va passer au jeu suivant. Bien sûr, ouais. Tu me demandes un pourcentage approximatif? Oui, pardon. Alors, la question c'est, est-ce que les gens, en général, reprennent justement leur fameux jeu qu'ils ont réalisé en jam? Du coup, je vais effectivement essayer de répondre avec un pourcentage approximatif. Je dirais que à hauteur de 10-20% peut-être. Voilà. Après, tirez-en ce que vous en voulez. Ah bon, tu crois? Ah ouais? Ah, je sais pas. Après, ça dépend ce qu'on appelle reprendre, mais si, fixer 2-3 bugs le lundi parce que le truc tourne pas. Moi, un truc, pour vous dire, comme j'en ai fait 2 ou 3, ça fait une base statistique non négligeable. Généralement, ce qui va se produire, c'est qu'on a le jeu qui fonctionne, mais avant de le mettre genre sur Facebook, parce que c'est ça, quoi, tu vas le distribuer sur tes réseaux pour le faire jouer à tes 3 copains, bah voilà, on se prend une soirée, un jour ou deux pour soit rajouter un tuto s'il en manque un, tu vas rajouter un splash screen expliquant comment jouer, soit fixer un bug bloquant, soit rajouter les sons qui ont été produits mais pas intégrés, enfin pour ceux qui n'ont pas été intégrés. Il y a quand même, ouais, mais ça c'est pas, enfin, est-ce que c'est poursuivre le jeu? Oui, c'est poursuivre le jeu, mais je sais pas si c'est ce que Jesse avait en tête quand il parlait de vraiment pousser le jeu plus loin peut-être. Et ça, alors ça, c'est pour ça, là je répondais à ça quand je disais, ouais, enfin non, là c'est plutôt l'ordre de 5%, mais pour les gens qui quand même tweakent un peu et rendent la chose qui était à 95%, 100%, je pense qu'il y en a un peu plus quand même. Alors, est-ce que ça m'est arrivé qu'il y ait des gens qui demandent qu'il y ait le code source et qui demandent qu'il y ait le code source du jeu afin de le reprendre par eux-mêmes? C'est pas arrivé qu'on nous le demande, mais en général, on le donne nous-mêmes. C'est souvent ça l'esprit de jam, surtout quand on est à Mozilla. On en a fait 2 ou 3 à Mozilla et eux, ils kiffent qu'on mette en partage. Ils aiment bien. Bon, ils imposent pas non plus, ils encouragent fortement. Enfin, en tout cas, dans les jams que j'organisais. Et donc voilà, ouais, donc, mais en vrai, je crois qu'il y a plus de gens du coup qui vont diffuser leur code que de gens qui vont demander à avoir le code. Bon, mais par d'autres personnes? Pas à ma connaissance. Voilà. Oui. Ouais.
Non, bah là, je pense avoir fait le tour avec le côté il faut pas mâcher quand les mecs dorment. Oui, je répète la question, le sommeil dans la game jam, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important? Moi, les premières game jam, ouais, évidemment, j'étais dans la hype et j'étais dans la jeunesse et dans la folie et je disais faut pas dormir et tout. Et en vrai, si, il faut dormir. Ouais. Mais la leçon est assez rapide à donner. Faut dormir un peu parce que sinon, en fait, tu développes à l'envers. Ah, mon rythme ou celui de l'équipe? Parce que ces dernières jams, j'ai tendance à dormir un peu plus que la moyenne de l'équipe. Non, en vrai, c'est tellement au cas par cas, mais grosso modo, tu vas trouver. Non, j'ai malheureusement pas de tendance assez nette à te donner. Voilà. Concernant le rythme moyen, il y a tellement tout et rien. Parfois, ça va être le gros sprint des 24 premières heures, puis des petites coupes de sommeil. Parfois, c'est au contraire, on est raisonnable au début, mais là, c'est la fin et il reste plus que 30 heures et on n'a rien, enfin, on n'a pas encore de choses satisfaisantes. Du coup, les 20 prochaines heures, on va pas dormir. Ouais, il n'y a pas de tendance précise de ce que j'ai aperçu. Voilà. Le jeu suivant s'intitule Everyone is Ingrid et je l'aime bien. Voilà, mais j'aime bien tous les jeux après. Donc Everyone is Ingrid, bah, est-ce que quelqu'un veut... Non, bah, de toute façon, je vais le montrer rapidement parce que c'est pas tant pour son gameplay pour le coup, une fois n'est pas coutume, même si le gameplay est évidemment génial, mais plus pour quelque chose au niveau de la narration. Donc dans Everyone is Ingrid, le joueur incarne une femme qui se nomme Ingrid. Et ah oui, on peut peut-être remettre le son. Ouais, je sais pas. Limite, je vais faire le pitch avant, puis tu mets le son juste après. T'as qu'à rester près de moi, Jessie. Ah non, t'as besoin de répondre. Du coup, non, Everyone is Ingrid, tu incarnes une femme qui se nomme Ingrid et qui un jour se réveille avec un accident de voiture dans la rue. Et ce qui s'est produit, on va le découvrir ensuite, c'est que tout le monde sur Terre, sans exception, est devenu Ingrid. Et du coup, c'est compliqué. Parce que, alors, qu'est-ce que j'entends par est devenu Ingrid? C'est-à-dire à son apparence, ses souvenirs et sa personnalité. Il n'y a plus que des Ingrid sur Terre. Elle dormait notamment avec son mari et son bébé dans un berceau. Et bah, dans le berceau, il y a une Ingrid. Son mari, c'est une Ingrid. Il n'y a plus que des Ingrid partout. Et bah ouais, on a qu'à mettre un petit peu de son et je vais balancer un peu la narration. Ça marche? Donc au départ, évidemment, elle pense qu'elle rêve, comme on le penserait tous à sa place. Je sais pas si on a du son. Non, apparemment non. Du coup, elle marche. Là, on a un premier tuto gameplay qui montre que pour se déplacer, c'est les flèches directionnelles et que on peut appuyer sur la barre d'espace pour donner un ordre. D'accord? Là, en l'occurrence, l'ordre qu'elle se donne, c'est réveille-toi, vu que c'est évidemment un cauchemar, c'est pas possible. Donc, hop, on touche une autre Ingrid, et ça lui transmet l'ordre en question. Et là, l'histoire se poursuit. C'est probablement un des jeux les plus bavards sur lesquels j'ai travaillé, où toutes les séquences de gameplay sont entrecoupées comme ça de petits flash screen narratifs. Quelqu'un sonne à la porte, mais qui ça peut bien être? Évidemment, ce sont des Ingrid qui se sont réveillés dans les appartements concomitants et qui sont allés sur leur palier et qui ont cherché à rentrer chez elles et qui sont toutes hébétées par la situation. Donc là, cette fois-ci, il y a un peu plus de Ingrid. Et on a deux ordres. Et là, elle est à moitié folle. Donc elle peut soit dire aidez-moi parce qu'elle a besoin d'aide, ou alors laissez-moi tranquille. Et là, on nous apprend que le but du jeu, c'est de gérer les ordres. Il faut qu'il y ait par exemple la moitié qui te laisse tranquille et l'autre moitié qui t'aide. Voilà. Donc là, hop, je donne un ordre à Ingrid et elle va transmettre cet ordre. Et du coup, on a un gameplay un peu de crowd control où le principe, c'est faire gaffe parce que tel un virus, les ordres se communiquent assez vite. Là, je pense qu'on a, ouais, grosso modo, moitié-moitié, hop, voilà, hop, voilà. Du coup, là, j'ai 12-8, c'est pas mal. Donc là, c'est le problème, c'est que sur le jeu, on n'a pas vraiment tellement eu le temps d'intégrer un vrai feedback sur est-ce que tu as atteint l'objectif qui t'était demandé. Tu as juste le chiffre qui s'affiche pour te dire 12-8. Ouais. Et ensuite, tu passes à la suite de la narration. Et dans les semaines qui suivirent, bah, voilà, aucune des Ingrid pouvait expliquer ce qui s'était passé, mais elles ont fini par réaliser que tout le monde est Ingrid. C'était un pré-générique.
Et écran titre, 3 semaines après le Ingrid Day, le jour où tout le monde est devenu Ingrid. Qu'est-ce qui se passe? Comme tout le monde est comme tout le monde, c'est la merde, mais elle est la real one. C'est la personne qui était au bon endroit le jour du Ingrid Day, donc a priori la Ingrid originelle. Du coup, il y a tout un culte qui se crée autour d'elle, juste parce qu'elle était du bon côté du lit quand ça s'est produit, quoi. Et les gens la considèrent comme la alpha, et elle devient la leaduse. Et c'est le personnage qu'on va incarner durant les mois suivants. Du coup, en tant que leader, il y a besoin de s'organiser en créant une société où environ un quart, comme on peut le voir, des Ingrid, un cinquième des Ingrid seront des leaders, et le restant des Ingrid seront des followers. Parce que sans ça, on ne va pas s'en sortir. Donc typiquement, beaucoup de follows aiment. Alors je vais essayer de faire un petit troupeau, vous serez mes leaders, on va dire, voilà. Ok. Oui, alors je sais pas si vous voyez qui je suis, du coup, pas forcément. Je suis en haut à droite, exactement. Et donc là, attention, c'est parti. Vous êtes des leaders et vous êtes les followers. Vite, 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 vite. Hop, 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 hop. Ah oui, donc là, j'ai attendu trop longtemps parce qu'il y a aussi un petit temps limite. Mais l'idée, c'est de balancer. Et on saute comme ça de période en période. Elles survivent tant bien que mal. Elles ont mis en place une hiérarchie. Mais il y a un problème. Elles réalisent qu'elles sont toutes enceintes parce qu'elles sont toutes identiques. Et du coup, comment elles vont pouvoir gérer? Parce que ça signifie que 6 mois plus tard, elles vont toutes accoucher en même temps. Et ça va être une hécatombe. Déjà, la population va doubler, mais en même temps, lors des affres de l'accouchement, qui va s'occuper de qui? Et ça va être la merde. Donc, il y a un choix assez violent qui est proposé aux joueurs à ce moment-là. Et à chaque fois, on a ce dézoom, vous l'avez compris, avec de plus en plus de Ingrid à gérer. Là, on est dans un stade. Et cette fois-ci, la question, c'est quelles Ingrid gardent l'enfant et quelles Ingrid, malheureusement, doivent s'en séparer. Donc, la plupart peuvent le garder. Il faut juste un petit groupe d'Ingrid pour s'occuper des autres. Donc, hop, oh là, non, pas trop, voilà. Parce qu'après, c'est le bouche-oreille, quoi. Voilà, vous tous, vous pouvez le garder. Voilà, c'est bien. En bas, là, ça se répand un petit peu trop l'avortement. Hop, ok, c'est bon. Voilà, et donc voilà, j'ai essayé d'atteindre le bon ratio. Donc elles ont fait comme je leur demandais, mais aucune d'entre elles m'a demandé de le faire. Donc c'est dire le culte autour de Ingrid pour qu'elle-même n'ait pas avorté, ou pas en fait. Alors qu'elle aurait pu donner l'exemple, j'ai envie de dire. Donc 7 mois plus tard, on est encore plus loin, l'hiver arrive et il s'agit vraiment de bien s'organiser. Ingrid est devenue une vraie leader sur son beau cheval. Et là, on est... Oui, parce que ça se passe aux États-Unis, ce jeu. Comme tous les trucs intéressants. Et du coup, là, il s'agit, c'est la première fois de diviser la population en 3. Les gens qui doivent devenir infirmiers, les gens qui doivent devenir plutôt fermiers, et les gens qui doivent devenir plutôt policiers. Vraiment un ersatz de société pour survivre tant bien que mal dans un monde composé uniquement d'Ingrid, etc., etc. Et ma foi, si vous voulez connaître le fin mot de cette histoire palpitante, je vous inviterai à le jouer par vous-même. Et je vais maintenant parler de la leçon de ce jeu, une leçon morale très profonde et très importante. C'est comment dire, bah oui, la place de la femme dans le jeu vidéo, on en parle pas mal ces dernières années. Le truc que je vous donne, parce qu'il s'agit de donner des trucs, c'est tout simplement, enfin, que je donnerais si on était dans un monde parallèle, ça serait de dire, voilà, si vous avez un personnage dans un jeu que vous vous apprêtez à réaliser, que ce soit en jam ou ailleurs, dont le sexe n'a pas d'importance, vous tirez son sexe à pile ou face, pas de problème. Et le problème, c'est que comme personne ne fait ça, on est bien conscient qu'il y a un énorme biais en faveur de personnages masculins. Du coup, en attendant que ce biais soit un peu inversé, je vous invite, je vous encourage à faire plus de personnages féminins dans vos jeux, parce que, pour plusieurs raisons, comme je l'ai dit, pour essayer tant qu'à faire de retrouver un genre d'équilibre, mais aussi parce que vous allez bizarrement attirer l'attention un peu plus facilement. Là où des énormes blockbusters vont évidemment choisir des personnages masculins afin de plaire au plus grand nombre, pas prendre de risques, etc. En jam, c'est un paradigme totalement différent où votre objectif, contrairement à celui d'un blockbuster, c'est pas de plaire à tout le monde. Votre objectif,
c'est d'être différent, d'attirer l'attention, de faire un truc un peu spécial ou autre. Et c'est triste à dire, mais à notre époque, avoir ne serait-ce qu'un personnage féminin dans son jeu, c'est déjà une forme de différence. Et voilà, que je vous invite à explorer. Donc voilà, bon là, moi je me disais aussi peut-être qu'en ayant 6 milliards de personnages féminins, ça compensait un peu, ça compensait un peu, mais pas tellement parce qu'il y en a beaucoup qui meurent. Oui, le Ingrid Day a été assez violent dans le sens où toutes les Ingrid qui étaient au volant d'une voiture ou d'un Boeing ou en train de faire une chirurgie, forcément, le moment de la transformation s'est mal déroulé. Il y a eu beaucoup de Ingrid mortes ce jour-là. J'estime ça ouais, à bien 30% de l'humanité, enfin de l'ingridité. Et donc voilà. Ensuite, on va parler du jeu suivant. Le jeu suivant, à la manière de Snake Democracy. Oui, pardon, bien sûr. Alors, la couleur jaune pardon, pour la surligner. Ah oui, pour l'un des ordres. Bonne question. Oui, non, c'est vrai que ça aurait été probablement plus élégant en termes d'ergonomie d'avoir un vrai contraste et de s'assurer que... Ouais, non, là, c'est tout simplement parce qu'on a pris les grosses couleurs primaires et que ouais, ça s'est fait un peu séparément et au moment d'assembler les assets... Non, c'est effectivement un petit truc qu'on aurait pu améliorer, clairement. D'avoir que des couleurs autres que celles de la tête du personnage principal. Quoi d'autre? D'autres questions? Par bien sûr. Non, sur... Alors, il parle de la prod ou du coup... Alors, oui, alors il faut déjà que je répète la question et ensuite que je pose une question à la question. Donc, la question, c'est l'intégration de la narration dans un jeu dans un jeu de jam. Et c'était pas une question, en fait, c'était un conseil, c'est ça? Ah, est-ce que je conseille de faire... Ouais, comment procéder si vous voulez mettre de l'histoire dans votre jeu? Ouais, grosso modo. Donc, comment procéder? Déjà, posez-vous vraiment la question de est-ce que vous avez un truc que vous avez vraiment très envie de raconter et qui est vraiment très rigolo. Là, le postulat, c'était de dire, allez, c'est un pitch suffisamment excentrique pour mériter d'être développé. Mais si c'est pour raconter une histoire d'un elfe qui veut venger ses parents, c'est pas forcément utile de faire autant de splash screen. Ensuite, quand vraiment vous êtes convaincu que votre narration vaut le coup, il faut vous poser la question de est-ce qu'elle complimente le gameplay. Là, ça collait parce qu'on avait ce côté jeu de crowd control et aussi moins d'assets à réaliser vu qu'il n'y a qu'un seul personnage sur Terre. Donc ça a collé, quoi. Ouais, dans le sens où du coup on a développé un perso et la narration le justifiait. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que vous aurez le temps effectivement d'intégrer correctement de façon claire. Typiquement pour Ingrid, je ne suis pas certain qu'on a atteint le niveau de clarté du scénario. Là, ça aide parce que j'explique en même temps au fur et à mesure, mais on met ça entre les mains de quelqu'un voilà, livré à lui-même. Je pense qu'il pense qu'on a fumé. Et du coup, voilà. Donc, je sais pas. C'est un peu le problème, c'est que finalement, je fais assez peu de tests en jam. Beaucoup trop peu. Voilà, c'est un autre conseil, bonus. Faites plus de tests en jam. Et du coup, on peut pas savoir. Mais c'est vrai que ça se teste au même titre que le reste. L'histoire, est-ce que l'histoire est compréhensible? Est-ce qu'elle pète pas trop le rythme? Là, encore une fois, c'est du splash screen, donc c'est facile à passer. Quelqu'un qui veut juste avoir les séquences de gameplay, il passe son temps à jouer et il fait tchac 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 au même titre que dans Twin où l'intro a beau être longue, comme tu peux la passer, j'ai envie de dire, c'est pas un problème, quoi. Les chocs. Quand un rouge percute un jaune? Non, je crois que... bon, la question, c'est comment les chocs et la répension des ordres se fait, d'un point de vue algorithmique. C'est plutôt que une personne qui a déjà une couleur... je me trompe peut-être, parce que ça fait un moment, mais non, on voit le rose là. Non, c'est moi. Enfin, une personne qui a déjà une couleur ne va plus pouvoir changer de couleur, tout simplement. Ah oui, bah oui, il n'y a plus que des jaunes, effectivement, alors que j'en avais mis quelques-unes en rose, etc. Donc elles redeviennent neutres, ouais, c'est ça. Comme quoi, il y en a qui observent bien le jeu et qui le connaissent mieux que moi maintenant. Ouais. Est-ce que vous voulez... Ouais, non, d'autres questions? On peut passer au jeu suivant. Le jeu suivant qui sera le 7e, je crois. Non, le 8e. Il en reste 3.
3 ou 4? 3, tu vois, on va voir. Le jeu suivant s'intitule X Million Monkeys et au même titre que Snake Democracy, vous pourriez y jouer tout de suite sur vos smartphones même. C'est même plus simple que Snake Democracy. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est basé essentiellement sur du texte, comme vous le verrez. Du coup, voilà, je me connecte sur X Million Monkeys et j'arrive à la fin d'un gigantesque pavé de texte. Et ce gigantesque pavé de texte est le fruit de la contribution de nombreux utilisateurs. Ah oui, pardon, cette jam, c'était pour la HTML5 Game Jam. Oui, alors, encore une fois, il n'y a pas la moindre censure, il n'y a pas le moindre contrôle. Et je vois, un peu comme pour Snake Democracy, on voit en temps réel en bas qu'il y a des singes qui se connectent, 4 monkeys. Et je vais tenter de faire ma présentation sans être troublé ou diverti par les conneries qui vont s'afficher derrière moi. Mais le principe avec X Million Monkeys, c'est que c'est un cadavre exquis en MMORPG, où grosso modo tout le monde peut contribuer au texte, mais à raison de 30 caractères, et surtout tu ne vas pouvoir contribuer à nouveau au texte que si quelqu'un d'autre sur Terre a contribué. Ce qui signifie que tout le texte que vous voyez là, sans exception, il n'y a pas une phrase, on va dire, ou même la moitié d'une phrase, qui soit le fruit d'une seule personne. Forcément, comme on peut le voir ici, les phrases sont, à la manière d'un cadavre exquis, la concomitation, oh là là, arrêtez avec la concomitation, donc, concaténation, merci, je cherchais, c'est quoi concomité? Ok, pardon. La concaténation de l'esprit malade de beaucoup de gens. Ce qui donne, je vais prendre un passage au hasard, mais des choses parfaitement folles. Si je surligne là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Ah oui, donc on peut tweeter. Ah, comme quoi Twitter? Des mamans pleines de charme, détruites par des toilettes pleines de diarrhée, toutes molles. Du coup, la scatophilie a du bon finalement. Caca de chien? Miam, caca de matin. Caca de cuite, ça pique. La barbe de Bob de Schtroumpf mélancolique mesure un bob. Bobo le camionneur, poilu dans son gros cylindré. Donc, alors, tous les passages n'ont pas ce taux de vulgarité. Un bon nombre de passages ont ce taux de vulgarité. Et du coup, bah voilà, c'était juste une expérience un peu littéraire rigolote. Avec encore une fois le fait de dire ça sera forcément débile ce qui est écrit. Pourquoi? Parce qu'il est impossible pour une personne de donner du sens. Alors bien sûr, si tu ouvres le truc sur plein d'onglets ou sur plusieurs devices, tu peux écrire seul, mais si ton but c'est d'écrire seul, il y a Word. Et du coup, voilà, la débilité de la narration, si on peut appeler ça une narration, est un peu contrainte par les règles du jeu. Ouais. Donc là, ouais, ça commence, hein, ouais. 10 monkeys, bah, peut-être parce que les gens qui nous suivent en ligne, c'est peut-être plus simple pour eux de rejoindre. Pardon. Alors oui, ça fait partie X Million Monkeys. Alors, je sais pas si je vais afficher en fait ce qui s'écrit en bas. X Million Monkeys fait partie un peu à la manière de Snake Democracy. Comme c'est un jeu très communautaire, finalement, enfin très multi, des jeux que j'ai cherché à pousser avec mon camarade Clément Bourgoin, le développeur. Non, c'est moi qui ai fait les graphismes. Tu vois la petite tête de singe en haut là, c'est moi qui l'ai faite. Enfin, je crois que j'ai retouché un logo existant, mais c'est moi qui l'ai retouché. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ok, pas mal. C'est qu'effectivement, on a poussé l'expérience un peu plus loin en tentant de mettre un genre de communauté en place. On a créé la page Facebook, on a donné des rendez-vous, on a testé, parce que le jeu a assez évolué. Pour vous dire, la toute première version, et ça va être assez visible, parce que le thème c'était, il était une fois, mais le fois c'était un X, d'accord? Il était un X. Et du coup, le concept originel, c'était les gens ont le droit à une lettre chacun. Tu mets une lettre et t'attends que quelqu'un d'autre sur Terre mette une lettre parce qu'en attendant, tu vas pas pouvoir. Du coup, ça nous donnait au début un matin, U lapis, a tué, U chasseur, seul marin ce matin. Voilà, donc ça c'était alors qu'il n'y avait que le développeur et moi-même qui testions l'outil. C'est le tout début du jeu. Et poum padoum, nous flottons tous en bas. All work on no play, donc là on voit qu'on aime bien Stephen King. Max Jack, ce Joule Boy, vient flotter en bas. Oh putain, voilà, alors là c'est moi qui réalise
qu'il y a quelqu'un d'autre qui écrit avec moi pour la première fois. Oh, sors de mon clavier. Oh, suce des bisous. Voilà. Voilà, on recanalise dans la mesure du possible. C'est genre Google Doc. Ah oui, genre Google Wave Doc, parce qu'il y avait Google Wave qui avait fait un petit truc comme ça, on pouvait tous partir en même temps. Wave. Google Wave en moins bien, en plus artsy. Voilà, c'est important de faire des jeux artsy. Et puis voilà, mais donc peu à peu on a réalisé que c'était insupportable une lettre chacun. Du coup on a légèrement augmenté le nombre de caractères autorisés à chaque input, parce que sans ça on s'en serait pas sorti. Mais c'est très marrant de voir du coup le texte évoluer aussi en fonction de l'évolution de l'outil, enfin du jeu, mais aussi en fonction comment dire, du public. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que peu après la fin de la jam, quelqu'un a balancé un lien sur Reddit, et il y a eu pendant un moment beaucoup de gens, voilà, beaucoup de gens de l'autre côté de l'Atlantique qui sont mis à participer et qui ont écrit des choses pas forcément, voilà, donc des références à Twitch Pokémon, beaucoup de Twitter, des gens qui faisaient leur pub, du spam, etc. Quelqu'un, à l'époque, on n'avait pas limité le nombre de caractères, enfin, quelqu'un avait trouvé un bug, du coup, il pouvait écrire John Madden en boucle. Je ne sais pas pourquoi John Madden en boucle, mais John Madden. Ah oui, alors, ce que j'ai fait aussi, c'est dans un second temps, il y a eu un petit travail de curation. Une fois que le texte est devenu assez long, je me suis dit, il faut quand même faire ressortir les passages les plus rigolos. Du coup, là, j'ai fait ressortir John Madden parce que je trouvais ça rigolo. Et puis quoi d'autre? Bah tiens, on peut voir, hein, c'est les passages un peu plus blancs. Ma bite sur ton front et tu deviens une licorne. Ce qui est quand même une belle phrase. Effectivement. Mais tu peux pas nier. Quoi d'autre? Donc encore une fois, pour faire ressortir un peu là, on a eu beaucoup de oh, et dont un oh. Monkey yeah, ok. Après, il y a des passages nettement plus longs comme celui-ci. Fut, cria un juron bleu sumérien, puis inexorablement, n'est-ce pas le jambon supérieur, découpé sans... Ouais, bref. Donc voilà, ça c'est XMM. XMM, si je souhaitais vous en parler, c'est parce que c'est la démonstration d'un jeu où non seulement on n'avait pas de graphiste, donc on savait ce qu'on n'avait pas, parce que oui, avec Clément, qui est donc un ami de longue date, on avait décidé au préalable de faire cette jam ensemble. En général, je ne recommande pas de faire les équipes au préalable, mais il faut admettre que ça a des avantages certains, parce que quand tu sais déjà avec quelle équipe tu vas travailler, tu sais déjà quels sont les points forts, les points faibles de la team, et c'est un gain de temps époustouflant. Typiquement, là, on connaissait le moteur qui était préconisé, HTML5, vu que c'était une jam sur HTML5, moteur que gérait pas mal Clément. On avait tous les deux cette affinité pour les lettres. Bref, autant de caractéristiques des divers membres de l'équipe qui ont focus le concept finalement, qui fait que le dernier a découlé assez naturellement de ce qu'on pouvait faire, quoi. Donc, ouais, bien sûr. Ouais. Oui, alors pardon, oui, effectivement, enfin, c'est plus ou moins en cours, mais en gros, je parlais d'une page Facebook qui a été faite pour promouvoir un peu le truc. Il s'avère qu'il y a aussi une petite communauté d'écrivains que je fréquente à mes heures perdues, qu'on invite régulièrement à participer. Et enfin, Clément Bourgoin, qui est beaucoup plus lié au monde de l'édition littéraire, a lui-même des contacts d'écrivains professionnels publiés. Et ce qu'on faisait parfois, c'est de dire, parmi tous les singes tapant n'importe quoi, il y a telle personne qui est un petit peu célèbre, et on va essayer de le refaire avec des profils un peu plus connus. Mais pour être parfaitement honnête, on parlait d'un moment savoir s'arrêter sur un jeu de jam. Et là, on a poussé le truc. On a même fait, c'est le seul jeu de ma vie où j'ai fait de la pub Facebook pour l'expérience. J'ai mis 5 $ pour voir si ça faisait venir des gens sur le lien et si ça avait une influence sur la nature du texte. Et de quoi ce truc? J'aime à croire qu'il n'y a pas, c'est pas le seul jeu qui va me survivre. mais effectivement, lui aussi. Ouais. Ah non, les Américains, c'était au tout début, c'était alors que quelqu'un avait linké le truc sur Reddit et que le post était un peu monté. Je sais pas si mes termes sont clairs. Oui. Et du coup, voilà. Mais donc, ouais, il y a plein de... Vu que c'est un genre d'outil playground, il y a plein de choses qu'on peut imaginer autour, d'activités. Enfin, plein. Il y a quelques activités qu'on peut imaginer sur le délire.
Alors, à redéployer, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que c'est facile à redéployer? Oui, bah c'est marrant que tu me dises ça parce que Clément me disait ce matin, au fait, on fout ça sur GitHub ou bien? Et je lui ai dit, oh mais carrément! Et voilà. Voilà. Donc ça devrait être sur GitHub ce soir ou je sais pas où. Je sais pas ce que c'est qu'Hacker News, mais j'espère bien. Du coup, voilà. Cool. Un moteur de vaisseau spatial, absolument. Voilà. Et du coup, on va arriver sur l'avant-dernier jeu. Oui, bien sûr. Ah oui. Ah, moteur improbabilité. Ouh, il faut les chercher par contre, oui, d'accord. Il y a plusieurs steps pour les VLAN. C'est vrai qu'il y a un côté moteur improbabilité du guide galactique de Douglas Adams, effectivement. Pardon? Alors, la leçon à tirer du jeu, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est en vrai, c'est pas bien, mais en vrai, c'est bien de savoir à qui vous avez taffé au préalable et de faire un jeu en fait inspiré par la moteur. Là, on a pris HTML5 comme exemple parce que c'est un truc qui gère bien le multi et puis le texte parce que c'est web. Et ben Unity, si vous savez que vous allez faire un truc sur Unity, c'est pas mal d'essayer de faire un jeu qui tire parti. Faites pas de jeu en 2D sur Unity, contrairement à moi. Enfin, contrairement à beaucoup de gens, parce que la 2D sur Unity, c'est insupportable. Alors bien sûr, peu à peu, ils ont amélioré le truc, il y a des plugins, etc. Mais idéalement, si vous avez quelqu'un qui gère Flash dans la team, vous allez faire un jeu 2D qui déchire. IE, thanks for playing. Et si vous avez quelqu'un qui gère Unity et puis un bon modeler, il faut faire un petit truc en 3D sympa, quoi. C'est du bon sens, mais que le jeu découle des compétences et des outils utilisés, quoi. Voilà. L'avant-dernier jeu. L'avant-dernier jeu peut se jouer à deux aussi. On va essayer de mettre ça en place. Est-ce que quelqu'un peut se rendre sur son smartphone à l'adresse que je vais lui indiquer? Parce que le jeu en question s'intitule Voice. Et du coup, sur Voice, alors là-bas, c'est un jeu qui a été fait avec l'Oculus Rift. Et enfin, pour l'Oculus Rift, mais ça marche très très bien avec un web player. Et typiquement, le principe du jeu, c'est qu'il y a une personne qui est dans un environnement 3D. Donc moi, je vais le faire en web player plutôt qu'avec l'Oculus. Mais c'est plus cool avec l'Oculus. Si vous avez un Oculus, n'hésitez pas à le sortir. Et du coup, le principe, alors l'adresse que je vous invite à utiliser, vous pouvez en être plusieurs en fait. Je disais que c'était pour 2 joueurs, mais ça peut être pour beaucoup plus. Tous ceux qui ont un smartphone, rendez-vous sur Jumpshaker Voice Play. C'est cette adresse, voilà. C'est écrit en haut, jumpshaker.com/voice/play/index.php. Pourquoi? Parce que cette adresse, elle concerne tous les joueurs qui vont donner des indications à la personne qui se trouve dans l'environnement virtuel. C'est pour ça que ça marche sur smartphone, parce que les indications, vous allez voir, c'est simplement une image, enfin 3 images en l'occurrence. Et ce qui se passe, je ne sais pas si quelqu'un y est dessus. Non, personne? Pas encore? Ouais, c'est pas évident. Je vous laisse 1 minute. Et moi, pendant ce temps, je lance ma partie du jeu. Et du coup, dans ma partie du jeu, on voit que j'ai un code, le code 244, que les personnes qui sont sur leur smartphone vont devoir rentrer, et ce qui nous permet de nous synchroniser, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je vais me retrouver dans un environnement cerné par 12 portes, et seule une de ces portes me permettra d'avancer dans le jeu, de survivre, tandis que le plafond descend lentement pour me broyer la chair et les os. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de toutes les voix qui sont hors de l'environnement virtuel et qui connaissent la bonne issue. Donc, personne, quelqu'un pour m'aider, pitié? Non, pas de réseau. Alors, si tu y es, t'es sur l'adresse ou pas? Bah, c'est clair, il y a un champ, tu vois, type the code here. Oui, bah, donc tu n'avais pas l'adresse. Voilà, voilou. Le premier arrivé se manifeste. Non, c'est pas la bonne adresse. Peut-être http://. Cool, parfait, nickel. Tu peux me donner ton prénom rapidement? Morgane, enchanté Morgane. Tu vas peut-être me sauver la vie. Alors, les 3 images à me décrire, c'est en fait un symbole qui est sur chacune des portes. Il y a 3 portes successives
qui vont me permettre de m'en sortir encore en vie. Donc, j'aurais préféré que ça claque un peu plus. Mais bon. Donc, 244, tu l'as mis, c'est ça? Parfait. Moi, je vais pénétrer dans la salle en question, parce que tu m'as dit que tu étais prêt. Et il va falloir me décrire le bon symbole, ok? Alors attention, c'est parti. Donc comme vous le voyez, les symboles sur... donc le plafond descend peu à peu. Il y a des gouttes de sang parce qu'il a beaucoup servi. Et du coup, je cherche quelle est la bonne porte. À quoi ressemble la bonne porte? Il n'y a pas de petit symbole, de sorte de petit carré là? Il n'y est pas. Il n'est pas du tout ou il est sur le côté comme sur cette porte? Il n'est pas du tout, d'accord? Genre comme ça. Ok, mais là c'est un petit peu de la triche parce qu'effectivement, toi tu ne devrais pas pouvoir voir ce que je vois. C'est-à-dire que c'est l'intérêt du jeu, c'est qu'avec l'Oculus Rift, je suis le seul à voir l'environnement virtuel. Donc je vais te demander de te retourner, Morgane, pour un petit peu plus de challenge. Bon alors cette fois-ci, à quoi ressemble le symbole? Il n'y a que des trapèzes, il n'y a pas le moindre ovale. Des triangles un peu arrondis en bas, mais il n'y a pas de sorte de grande montagne. Même inversé. Ah bah du coup, ça serait probablement celui-là. On tente. Attention. Yes. Dernière porte. C'est bleu. Ok, cool. Quoi d'autre? Vers la gauche. D'accord. 3 cylindres indiqués, non mais c'est là plusieurs avec 2 triangles vers la gauche. Là il y a celui-là, 3 cylindres indiqués, 2 trucs, ensuite. Est-ce que en bas il y a des losanges? Deux grosses flèches qui pointent vers le bas. Alors c'est quoi la différence entre ces deux trucs là? Le sens de l'arrondi, il y a une sorte de grosse balle qui pointe vers la gauche. Vers la gauche, yes. Donc merci, grâce à Morgane, je suis sorti en vie. Ouais, le sang qui augmente au fur et à mesure. Bah, la personne qui a l'Oculus a l'Oculus. Alors le casque, je sais pas. Bah non, parce que sinon elle n'entend pas son copain, quoi. Non, elle n'a pas de casque audio. Non, mais tu as les haut-parleurs pour le plafond qui descend. Et surtout, bah, comme tu as l'Oculus, tu es vraiment livré à toi-même dans cet environnement. Et je vous jure que l'impression d'écrasement, quand le plafond arrive et te broie peu à peu, on a fait baisser la caméra vers le sol à ce moment-là. Et tu as un bruit de craquement d'os tout à fait répugnant. Est assez rigolo. Bah là, le conseil lié à ce jeu, il était double. C'était à une jam qu'on a fait à 42 avec à nouveau Romain. Et en l'occurrence, il y avait qui d'autre? Attends, parce que quand même, c'est important. Les crédits, il y avait Tahir, effectivement, avec nous, et Gary, absolument. Et du coup, le principe de cette jam, comment ça s'est passé? C'est qu'on était un peu les leftovers, enfin les restes d'équipes qui s'étaient constituées à droite à gauche, et aucun de nous n'avions trouvé de concept qui nous plaisait vraiment, ou n'étions partis. Pour être honnête, je n'étais même pas sûr de participer à la jam en question, mais en l'occurrence, c'est pour dire que c'est Ikem qui en parlait. Une fois les équipes constituées, à ce moment-là, parler des ambitions, c'est ce qui s'est finalement produit ici, dans le sens où on s'est réunis entre personnes sans team, et on a fait un brainstorm entre nous pour trouver un type de jeu qui nous botterait. Voilà, ça marche très bien aussi dans ce sens-là, de partir vraiment du tout début, alors que vous n'avez même pas la moindre idée sur quelque chose, juste en discutant tous ensemble. C'est des choses que j'ai vues se produire parfois en jam, et voilà, ça c'est pas mal. Et enfin et surtout, utiliser une techno un peu sexy. Voilà, parce que ça permet, même si le jeu est pas fou, ça va forcément attirer un peu l'attention, ça va, vous apprendre des choses nouvelles, mais aussi, évidemment, faire un petit peu de buzz. Là, c'était carrément pour être dans la hype, quoi, qu'on a fait un truc avec l'Oculus, parce que c'est le hype, l'Oculus. Et donc voilà, et ça fait que le jeu derrière, il peut être super simple. Je vous aurais présenté ce même jeu, mais sans la composante Oculus, juste, bon, bah, t'en as un, il doit décrire un truc à l'autre, ça aurait fait un peu sec quand même, mais là, tout de suite, tu dis que il y a l'Oculus Rift, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'intègre dans le GIF animé. Tu vois, on pourrait avoir un GIF qui illustre juste le jeu, mais non, on met que regardez, il y a des lunettes de réalité virtuelle, et c'est pas mal, ça attire l'attention. Et donc je dis ça pour l'Oculus, mais c'est vrai avec n'importe quel type de technologie.
On a fait une seconde jam à la Cité des Sciences en décembre dernier avec le Gamelier et le CRI. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait plein de technos qui étaient mis à disposition à ce moment-là, et des technos complètement barrés, genre le fameux stimulateur cardiaque, je ne sais pas comment on dit, musculaire, qui va prendre les outputs du jeu et va juste électrocuter le bras en fait. mais gentiment quoi, mais du coup ça te fait faire des mouvements à ta main et tu peux contrôler un petit peu le bras du joueur. Et donc voilà, il y a eu pas mal de concepts qui ont utilisé cette technologie. Il y avait une technologie, un genre de six-axis, mais tout petit. Tu pouvais vraiment tenir dans ta main ou mettre dans un autre objet. Il y avait des Oculus à disposition. L'idée, c'était d'encourager les gens à tester des technos un peu what the fuck, histoire de faire des projets qui ont un sex appeal d'office, quoi. Voilà, voilà. Et enfin, le dernier jeu, oh là là, le temps passe vite. L'ultime jeu de cette présentation, c'est un jeu qui a été réalisé à 42 aussi, à l'occasion de la jam Desert Bus. Et donc c'est un jeu qui s'intitule Layla Defense Force. Et je vais inviter quelqu'un à le tester à la limite. Je sais pas si quelqu'un veut le tester. Non, personne. Sinon je joue, hein, j'ai pas peur. Non, ah, encore. Ah, quelqu'un qui n'a pas testé peut-être. Parce que... et du coup, il met un poil plus de temps à charger, mais c'est parti. Je t'invite à découvrir par toi-même Layla Defense Force. Je sais plus si on a le son ou pas, du coup, Jessie, il y était là. La dernière fois qu'on... Ouais, on l'a mis. C'est effectivement un beat'em all. J'espère que tu aimes les beat'em all. Rappelle-moi ton prénom? Arthur. J'espère que tu aimes les beat'em all, Arthur. Cool. Ça va te plaire, alors. C'est inversé, tu sens le gameplay inversé qui est genre... Peut-être. Layla Defense Force raconte, comme tu le verras quand cette longue barre de chargement aura complété son périple. C'est inversement proportionnel à la qualité du jeu. Ouais, j'espère. Ou j'espère pas. Attends, c'était une insulte ou pas là? Voilà, voilà, voilà. C'est vrai qu'en général, un jeu qui met longtemps à charger, c'est qu'il y a des bons trucs dedans. Ouais, non, là on a mal compressé, quoi. C'est surtout ça, je pense. Je pense que c'est plus souvent ça. On a un peu mal compressé. Donc Layla Defense Force raconte l'histoire de Layla, une jeune fille. Ah oui, effectivement. Tu vas couper ou non? On peut pas baisser. Ouais, mais je peux couper. Ouais, non, je m'en occupe. Donc alors, attention. Dans Layla Defense Force, comme je disais, on incarne Layla, une jeune fille de 9 ans. Tu vas pouvoir sauter avec ça, et avec la barre d'espace, tu vas pouvoir faire des combos de coups. D'accord? Avec le touche haut. Donc on avait des petits problèmes avec notre moteur de collision, donc parfois tu auras un peu du mal à passer à certains endroits. Et donc il y a ton petit frère Mehdi, qui est sur les superposés, et puis ils vont venir. J'ai peur, il a les pustuleux, il a peur parce qu'il y a des monstres, c'est un peu une chochotte, hein, on peut le dire, ton petit frère, et il te demande là, est-ce que tu peux regarder sous le lit, il est là, parce que c'est un repère à pustuleux. Voilà. Donc tu regardes sous le lit, c'est bien, et il te demande s'ils sont partis. Est-ce qu'ils sont partis? Je sais pas. Ah, ils sont près de la porte, ils entrent, vite, faut aller cogner les pustuleux qui sont près de la porte. Donc je te fais confiance, allez vas-y, défonce-les, défonce-les. Allez vas-y, plus, allez, bam, bam. Ouais. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ah, cogne les pustuleux près de l'étagère. Ok, pas mal. Continue. Il en reste apparemment. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? J'arrive même pas à lire. Ouais, il dit ouais, d'accord. Alors, on a eu un problème avec cette police. Ah, mais il y a des araignées à fesses rouges qui te grimpent dessus, par contre, là. Donc, je te conseille de te secouer très vite. Je vais essayer de sortir de ce bug de pause. Ça fait un peu Trinity dans Matrix, tu sais, qui va faire son coup de pied sauter. Ok, pas mal. Ah, mais là, il y a un robot mammouth, tu lui as mis un coup en plein dans sa margoulette, bien joué. Ils sont partis, mais le chef des pustuleux va arriver. Du coup, il va falloir un nouveau pouvoir. Donc là, il faut que tu ailles à la fusée. Mais il y a les pustuleux qui attaquent la fusée. Vas-y, il va leur faire des combos. C'est l'étagère, il indique dans le coin. Boum, boum, boum. Ah, ils ont cassé un réacteur. Ah, t'as pas été assez rapide. Bon, c'est pas grave. Bon, monte dans le cockpit de la fusée. Il s'agit pour toi maintenant d'aller choper un super pouvoir. Ah, mais il y a des pustuleux dans le cockpit, hein, donc faut les défoncer aussi. Hein. Allez, boum, boum, boum.
Ok, pas mal. Ils sont explosés en 1000 morceaux, bien joué. La fusée va décoller. Alors, il faut se baisser pour s'accrocher, bien joué. C'est parti, direction Volcania. Volcania, c'est dangereux. Alors, par contre, il y a des astéroïdes en chemin, il faut leur donner des coups de poing sur la table. Voilà, parce qu'ils sont près de la table, les astéroïdes, visiblement. Mais tu t'es pris un astéroïde en pleine poire. Retourne au cockpit, la fusée va repartir. Donc voilà, vous l'avez compris, on va peut-être pas faire jusqu'au bout. J'aime beaucoup les animations. Ah bah écoute, je transmettrai, ou j'espère qu'elle nous suit, à la graphiste qui avait fait, d'ailleurs, vous reconnaîtrez peut-être la patte, les graphismes de The Loving, le projet avec jeu de baston. Donc on est toujours dans l'action et dans l'agression. Et, oui, c'est vrai. Quelques années étaient passées et puis les animations sont un petit peu plus riches que dans The Loving aussi. Donc voilà, les débris te piquent partout sur le corps, tu arrives à Volcania, il faut que tu explores autour de toi. Après, il y a de la lave sur le sol, bien sûr, il faut rester sur les meubles. Tous les jeux classiques de l'imagination des enfants. Et je pense que vous voyez où je vais vouloir en venir concernant ma leçon avec ce jeu, qui est une leçon qui s'applique très bien au jeu de Jam, qui est essayer en tant que game designer de faire du design par soustraction. Ce que j'entends par là, c'est vous prenez un genre de jeu, vous prenez quelque chose et vous en retirez des trucs pour voir si ça serait pas finalement plus marrant, mieux, différent. Et pourquoi? Déjà parce que c'est une façon de faire des choses un peu originales, enfin une façon de réfléchir, mais aussi et surtout parce que ce type de raisonnement, c'est votre meilleur copain en Jam, où au final, on a un temps super limité pour produire des trucs. Du coup, voilà, on dit un beat'em all où les ennemis sont imaginaires, où les ennemis n'ont pas eu à être développés et animés, quoi. C'est surtout ça. Et pareil pour les décors, pareil pour la lave quand tu arrives sur Volcania. Il s'agit de suggérer aux joueurs tout plein d'environnements, tout plein de situations épiques. À un moment, on aurait limite pu mettre « Oh, imagine que tu joues à un vrai bon jeu pour voir. Ouais, pas mal !» et ce, en conservant un seul background, les animations d'un seul personnage, Mehdi qui, je sais pas ce qu'il fait sous sa couette là, mais qui tremblote, quoi. Et puis, ah bah oui, I went there. Et puis, c'est vrai que c'est une autre lecture, du coup. Et du coup, c'est tout. Non, voilà, donc design par soustraction, c'est votre copain, et j'aime bien, je trouve ça pète comme phrase, le design par soustraction. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Bah oui, ça colle qu'elle kiffe Cora, c'est son âge, et puis ça explique. En fait, oui, il y a un petit contexte, elle vient d'avoir sa ceinture jaune de karaté, et du coup, elle est toute excitée, et c'est pourquoi elle se prête avec complaisance au jeu de son petit frère. En l'occurrence, c'est quoi? Faut que tu te baisses pour mieux entendre. Ah ouais, là, c'est comme les sioux qui doivent se baisser pour mieux entendre. Donc voilà, donc là, dans le process, c'était de d'écrire avec les actions de base d'un beat'em all, gauche, droite, saut, coup, se baisser. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire? Qu'est-ce qu'on peut... voilà, c'était un peu le délire. Voilà, alors attention, on s'approche de la fin de la présentation. Là, je viens de parler de Layla Defense Force, qui a été fait avec les personnes suivantes. Et c'est la conclusion. Du coup, comment dire, on parlait de parfois, est-ce qu'il faut ou non peaufiner les choses après. C'est le moment où je comptais en parler, en fait. Votre jeu n'est... Enfin, si, parfois il est fini, mais c'est quand même bien de vous laisser un petit peu de temps après pour y revenir à froid, sorti de la pression et de l'adrénaline de la jam. Et puis de faire un petit patch, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Yo. Alors, petit patch, pourquoi est-ce que c'est parfois quand tu as vraiment des envies de tout est-ce que c'est mal de prendre un jeu de jam et d'en faire vraiment beaucoup de choses, même si tu le précises? Alors, est-ce qu'on part sur une discussion sur le bien et le mal? Est-ce que, tel Nietzsche, nous allons aujourd'hui essayer de faire... Bah après, si c'est une question d'honneur, de principe, de dire attention, je voudrais pas que les gens pensent que je prétends que j'ai fait ce jeu dans une jam alors qu'en fait je l'ai vachement boosté après, je vais dire les gens s'en foutent. Enfin, je veux dire, au gros, au final, de toute façon, à moins que tu sois le mec très chiant qui arrête pas de dire moi j'ai fait ce jeu en 48 heures et pas une seconde de plus, etc. Bah oui, là peut-être que les gens à un moment donné ils vont tomber sur le rable. Mais en vrai, l'important
l'important c'est de faire des jeux cool, et non, c'est pas mal que de revenir sur un jeu, c'est super constructif. Si tu as des choses à dire en plus, si tu veux le pousser plus loin, dans les crédits, tu peux dire attention, ce jeu n'a pas été fait uniquement en 48 heures, contrairement à ce que la première version des crédits pouvait laisser entendre, si vraiment ça t'empêche de dormir la nuit. Mais bon, voilà, mais c'est pas mal. Oui. Une autre question? Si, peut-être, effectivement. En l'occurrence, là, en février, on n'a pas grand-chose. Normalement, on essaye de pas faire une par mois, mais pas loin. Mais par contre, en mars, il faut que je renvoie des mails. On aurait à Mozilla, qui est le meilleur spot de jam. Si vous y êtes jamais allé pour jammer, c'est royal canin. Et du coup, il n'y a pas... Enfin, il faut juste que je m'assure qu'ils soient d'accord pour qu'on vienne. Mais en gros, c'est des gens d'Irlande qui s'appellent Gamecraft, qui m'ont contacté pour faire un peu une jam internationale, où des gens d'Angleterre et d'Irlande viendraient pour nous rencontrer, jammeraient avec nous. Et puis, une fois ultérieure, ça serait nous qui tenterions, dans la mesure du possible, de les rejoindre, pour ceux qui peuvent. Donc voilà, un petit côté échange étudiant. Ouais, mi-fin mars, enfin entre mi-mars et fin mars. Ils m'ont dit, si possible, pas pendant la fête de la bière qu'ils ont là-bas, je sais pas comment ça s'appelle. Mais... voilà. La Saint-Patrick, merci. C'est un truc apparemment un peu important chez eux, je sais pas comment. Du coup, voilà. Ouais, on les aura pas. Et je crois qu'ils sont surtout irlandais. Mais ils sont adorables. Enfin, j'ai eu le contact et ils sont bien. Et du coup, ça va être un plaisir de jammer avec eux. Par contre, eux, je crois qu'ils jamment en 24 heures. Donc, il va falloir qu'on se mette d'accord à un moment donné parce que ça me paraît short quand même. Oui. Ah bah non, en fait je comprends. Ah oui, alors, pardon. La question c'est est-ce que les game jams sont réservés aux amateurs? Et la réponse est non. Non, bah, non, c'est ça, c'est pas ça la question. Non, alors en vrai, déjà moi je suis pas un amateur, je te ferai dire. Et ouais, en fait, il y a de tout. Il y a des amateurs et des pros. Qu'est-ce que t'appelles un amateur aussi? Parce que mais donc, est-ce que tu classerais les étudiants parmi les amateurs? Ah ah! Est-ce que tu classerais les étudiants en dernière année d'une super école et qui ont beaucoup de talent et qui sont prêts à avoir un contrat dans une énorme boîte? Alors là, pour le coup, c'est plutôt ce profil qui serait rare. Le profil amateur tel que tu le définis, de la personne qui aurait un taf qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo. S'il a à voir avec le jeu vidéo, son taf, c'est pas un amateur. Selon ta définition. Ouais. Alors après, encore une fois, désolé pour ceux qui suivent et qui ont que la moitié de la conversation, mais je vais pas répéter tout ce qu'il dit parce que ça va être insupportable. Ouais. Tu veux dire éphémère en fait. Est-ce que les jams, oui, mais c'est un peu, effectivement, comme tu le dis, le concept pousse à l'éphéméritude, mais en même temps, pour beaucoup de gens qui vont y participer, amateurs comme professionnels, ils n'auraient pas participé si ça avait été un engagement pour quelque chose de plus long. C'est justement parce que c'est une parenthèse qu'ils peuvent intégrer dans une vie professionnelle classique. Ouais, c'est beau. Hein. Non, mais c'est ça, c'est comme ça. Sans ça, ils n'auraient pas participé. Et donc, oui, si par amateur, tu entends gens qui ne cherchent pas à commercialiser ce qu'ils ont fait en jam, effectivement, pour la plupart, c'est ça. Et aussi par réalisme, parce que des jeux qui sont nés en jam et qui sont commercialisables, il y en a qui cherchent à faire des listes en ce moment. Il y a quelques exemples, hein, on a tous entendu parler de Surgeon Simulator, qui a été fait justement durant la jam où on faisait The Loving, même thème, battement de cœur, mais eux ils l'ont interprété bien différemment. Et le jeu a eu énormément de succès, vous connaissez probablement tous le jeu en question, vendu sur Steam, trouvable même sur smartphone maintenant, enfin smart device. Donc oui, il y a quelques jeux comme ça, mais je suis même pas certain que eux, quand ils ont fait ce jeu de jam, c'était avec l'idée derrière d'en faire un truc commercial. Il s'avère que c'était un studio qui travaillait déjà sur des jeux, donc c'était plus simple pour ensuite enchaîner et dire on le pousse. Mais si tu y vas pour rencontrer des compétences complémentaires aux tiennes, tu vas par définition rencontrer des gens qui viennent de tous horizons et qui n'auront pas la disponibilité
forcément de poursuivre derrière, quoi. Ça demande, ça serait une très grosse coïncidence que toutes les personnes du projet. Donc ouais, c'est pas évident. Ouais, carrément, c'est l'éphéméritude et magique, etc. Mais en vrai, c'est vrai que ça peut paraître un peu frustrant pour les personnes qui ressentiraient ça comme du gâchis. On a fait un truc pas cool, donc j'ai perdu mon temps. Cool, donc c'est atroce parce qu'on va rien faire de ce truc cool. Enfin, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça, mais c'est pas bien de voir les choses comme ça. Poser la question par rapport au fait de, par exemple, avoir un concept qu'on aime et l'amener en jam, et est-ce que c'est un peu le gâcher ou pas, tu vois, parce qu'on crée pas une équipe. Est-ce que c'est un bon projet pour créer et tenter des choses? Ah bah, à la base, la jam, c'est effectivement fait pour créer ou porter des choses. Après, bah, ça peut être l'occasion ou l'opportunité, effectivement, s'il y a un concept qui tient à cœur, de tenter de le développer à l'occasion d'une jam. Mais bon. Bah, voilà, encore une fois, à moins que, voilà, que l'équipe soit partante pour continuer et la disponibilité et l'intérêt pour continuer le jeu. Alors, quand tu dis vous, tu veux dire vraiment l'association de Jam Shaker? Pardon? Bah, en fait, c'est ce dont on parlait à l'instant avec Surgeon Simulator, non? Ou Evoland, je sais pas si vous voyez. Il y a eu des jeux, effectivement, qui ont été réalisés durant des jams et qui ont été commercialisés. Mais c'est super rare, c'est Minecraft rare, quoi. Enfin, c'est le truc. Le prendre comme exemple en disant bah, c'est cool les jams parce qu'on veut faire ça, c'est dire c'est cool le loto parce qu'on gagne des millions, quoi. Mais pardon? Oui, il y avait une question, non? Pardon, je sais pas. Ah. D'accord, ouais, d'autres exemples de jeux qui sont nés en jam et qui grossissent. Mais il y en a quelques-uns, hein, clairement. Il y en a... Ouais. Et si on est noob, si on n'a jamais fait de développement de jeux vidéo, Alors, si on n'a jamais fait... Si on n'a jamais fait de développement de jeux vidéo et qu'on veut participer à une jam, hein, je crois comprendre la question comme ça, bah là, on en revient un petit peu à ce que je disais sur la compétence et l'assertion de ses capacités. Encore une fois, c'est plus grave de se croire meilleur que l'on est que d'être mauvais. Est-ce que c'est clair comme phrase? Ce que je veux dire par là, c'est que je vais préférer travailler avec une personne qui a 12 en skill et qui pense avoir entre 11 et 12 en skill, qu'une personne qui a 40 en skill et qui pense en avoir 100. Est-ce que c'est moins clair encore que tout à l'heure? Je vais faire un schéma. Et pourquoi ça? Parce que si tu sais au préalable quel est le niveau de skill de la personne, j'ai envie de dire, elle est déjà même pas obligée d'être le seul développeur ou le seul graphiste. Elle peut être là un peu plus en renfort, en apprentissage, tant qu'elle a cette humilité liée à bah, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire et ce que je ne suis pas capable de faire, quoi. Donc, en un mot commençant, non, c'est pas du tout grave d'être un noob. Ce qui est grave, c'est d'être un noob et de ne pas le savoir. c'est pas un peu pénalisant ça de se retrouver dans une jam et un peu de se retrouver dans une jam et de se dire. Je suis un noob? Mais non, c'est pas ça. C'est par exemple s'il y a une équipe qui est plutôt forte, qui se retrouve avec un membre un peu moins fort. Bah, là, pour le coup, c'est justement typiquement l'un des trucs qui tomberait dans le champ d'activité du game designer, que de cerner ça très vite et de faire de cet handicap perçu un avantage. Ou pas un avantage, mais en tout cas pas un handicap. Tout simplement en disant à la personne, bah, visiblement, tu l'admets parce qu'on l'a dit, il faut l'admettre, tu as du mal, mais pas de problème, tu vas faire juste le menu, ou tu vas faire le scrolling du générique de fin, tu vas faire un petit truc qui va apporter au jeu de ton côté et qui n'est pas critique. C'est-à-dire que si au final tu n'as pas réussi parce que vraiment, t'es vraiment un branque, et ben, on le cut du jeu et puis c'est pas perdu, enfin le jeu reste fonctionnel. Non, c'est vraiment pas un problème tant que c'est perçu tôt, que les compétences de chacun sont bien jaugées. C'est... Ouais. D'autres questions? Yo? Yeah? Qu'est-ce que t'aimes vraiment dans les game jams pour en faire autant? On en a un peu parlé avant notre Du coup, alors la question c'est qu'est-ce qui me plaît tant dans les game jams? C'est un mélange. À la toute base, c'était probablement effectivement le fait de dire voici un endroit où je vais pouvoir
finalement contribuer à la création de jeux sans avoir à passer par l'un des 3 points que je vous ai évoqués au début, IE, apprendre à développer moi-même. Parce que on n'arrête pas de me le dire et j'arrête pas de me le dire moi-même. Alexis, ce serait bien que tu apprennes à développer pour pouvoir faire tes jeux tout seul et tout ça, etc. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie dans le sens où je me dis, je préfère passer le temps que j'apprendrai à développer, à m'améliorer dans ce que je sais déjà faire bien pour être encore meilleur dans ce que je fais déjà bien. Donc, mais après, ça, c'est 2 philosophies vraiment assez différentes. Il n'y en a pas une qui prévaut, mais c'est ouais, spécialisation mode insecte versus omnipotence. Voilà, hein, mais j'ai vu les deux sont cool. Moi, je suis plus en mode spécialisation. Quoi d'autre? Oui, donc ce que j'aime, c'était le fait de pouvoir faire des jeux malgré le fait que je ne puisse pas en faire tout seul. Et l'autre chose, c'est aussi le challenge de dire, justement, je suis game designer, est-ce que ça m'est possible de travailler sans que des gens soient payés pour travailler avec moi? Parce que jusque-là, que ce soit à Quantic ou Super Info Game, où c'est des profs qui obligeaient les gens à travailler avec moi, enfin, toujours quand tu vas être dans un contexte étudiant ou professionnel, tu as des gens qui vont obliger d'autres personnes à travailler avec toi, et c'est cool, surtout si t'es pas bon. Mais en vrai, les game jams, c'est vraiment le moment où tu vas voir est-ce que je suis capable de travailler avec des personnes qui n'ont aucun intérêt à travailler avec moi autre que ce que je vais leur apporter. Sur le long terme, tu veux dire? Alors, pour répéter la remarque qui vient d'être faite, je mets au conditionnel hein, pour ne pas me l'approprier. Il serait plus simple de développer en équipe sur une courte période que sur une longue période, la pression du temps aidant à... C'est possible, effectivement, que cette contrainte folle de la deadline fasse qu'on mette de côté des dissensions qui auraient pu naître sur une production plus longue, peut-être. Difficile à dire. J'ai une question qui vient du YouTube. C'est un peu long. Hein. Ok. Du coup, je me déshabille. Du coup. Y a-t-il des quoi perdus, pardon? Y a-t-il des heures perdues dans les idées trop longues à développer ou qui ne donnent pas assez de fun? L'idée vient-elle d'un processus dans l'équipe? Y a-t-il un leader? C'est chiant parce que la plupart des réponses à la plupart de ces questions que je vais répéter ou pas du coup enfin, la plupart des réponses à la plupart de ces questions, ça va être ça dépend, donc c'est pas la réponse la plus sexy. Mais ouais, bah, parfois c'est long, parfois c'est court, parfois on perd beaucoup de temps et parfois l'idée, comme on l'a vu avec Songs for Playing, elle vient très vite et tout le monde est super en harmonie dessus. Parfois, ouais, ça dépend pour quasi toutes les questions. Ah ouais, ça a duré super longtemps, je sais pas du tout chronométré. Alors, le rapport des écoles au jam, il est moindre. L'influence des lieux dans lesquels, avec Jamshaker, on a pu jammer, c'est pas tant ressenti dans les écoles, où au final, les écoles, à part du coup qu'il y a pas mal d'étudiants de l'école qui généralement vont contribuer à la jam, ce qui techniquement a une forme d'influence, hein, Epitech, tu vas pas manquer de développeurs. Mais à part ça, y a pas, sur la façon de jammer, ils nous laissent généralement gérer le truc. Non, pas spécialement. Il n'y a pas tellement de formation ou autre. Est-ce que dans d'autres pays, encore une fois je répète, la jam serait au sein d'écoles ou de cursus utilisée comme un truc éducatif? Visiblement, quelqu'un a une réponse? Après, je crois qu'il y avait une dernière question. On va voir. En même temps, il est tard. Ouais. Donc parfois oui, la réponse est parfois oui. Voilà. Et ben, du coup, je crois qu'on a fait le tour. J'espère qu'il n'y avait pas trop de questions encore pressantes ou urgentes parce qu'il commence à se faire tard et qu'on va dire que c'est fini. Voilà. Bientôt.